Bien, ben merci, merci Marilène. Merci à vous d'être venu, j'allais dire, mais il faut m'excuser, je vais avoir des petits problèmes pour me régler sur le fait que c'est de la webconférence. Donc, merci d'être venu, en tout cas, de vous être connecté et de participer un peu à ce rendu qu'on est en train de faire sur l'enquête confiance qu'on a réalisée. Alors, cette enquête confiance, la confiance, c'est effectivement un sujet qui est un petit peu large, un peu tabou, enfin tabou, présent, dont on parle pas. Et nous est venu, je vous le raconterai par la suite, l'envie de finalement rentrer un peu plus dans le sujet et voir de ce qu'un certain nombre de cadres de la fonction publique pouvaient en penser. Donc on a réalisé une enquête qualitative, très ouverte, avec une très large liberté de réponse en fait. Ce sont des clients, des relations à nous qui ont principalement répondu. Ça, c'est la première caractéristique. Et on se rend compte d'ailleurs qu'ils ont une qualité de contribution qui est assez étonnante. Enfin, vous verrez, vous en rendrez compte. J'espère que vous partagerez, avec moi le sentiment de cette qualité. Et puis, c'est une enquête qui est réalisée hors cadre institutionnel. Donc, c'est une certaine importance parce que finalement, ça permet à chacun d'avoir une sincérité des réponses. Donc, arriver dans cette espèce d'intimité qui permet, en toute confiance, de dire ce que finalement on pense dans le fond des fonds. On rentre dans le cœur des choses. Et vous vous rendrez compte que ce n'est pas du tout agressif, mais c'est quand même très souvent très pertinent. Cette enquête-là, on la lance, donc là, je vais vous la présenter. Maintenant, cette présentation, je voudrais qu'elle soit faite dans un esprit, je dirais, de poursuite d'enquête. C'est-à-dire que vous n'êtes pas simplement des gens qui vont entendre une prophétie, ce qui se raconte, mais et sentez-vous extrêmement libre de pouvoir contribuer, tant comme si vous y répondiez finalement, ou alors comme commentateur finalement. La confiance, c'est quelque chose qui est assez large, on la ressent tous, on vit tous avec, on a tous un point de vue dedans, et ce qui est intéressant, c'est vraiment de pouvoir échanger dessus. Commencer à en discuter, c'est déjà finalement la prendre en compte et faire bouger un peu cette dimension. Donc il y a tout un bloc sur l'enquête confiance qui va durer, je pense, une petite heure, et puis après viendra un deuxième volet qui est plus qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la confiance. Donc je reviendrai sur l'exploitation de certaines enquêtes internationales qui positionnent quand même la France de manière qui la positionne très mal en fait. On a en France un énorme problème de confiance. Ça, on ne le sait pas, mais c'est vraiment criant. Voilà, c'est pas pour rien qu'on a des annonces politiques toutes les 5 minutes sur le sujet. Et puis le dernier bloc qu'on fera derrière ça, c'est de pouvoir revenir sur qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a tout ça, finalement. C'est le premier pas. Et je l'ai mis un petit peu le premier pas, comme dans une relation amoureuse, il faut mettre le premier pas, puis avancer dedans, et puis se dire qu'est-ce qu'on peut commencer à faire là-dessus. Donc, je passe directement sur les questions. Donc, on a 4 grands volets dedans. C'est la confiance et son utilité dans le fonctionnement, la confiance dans le contexte de l'institution, la confiance dans le quotidien, et quelles actions pour améliorer la confiance. Ça, on est vraiment dans la partie de l'enquête. Donc, on a posé la question de l'amélioration de la confiance aux participants. Pour revenir sur la slide d'avant, après je reviendrai sur ce que nous on propose en finale. Alors, dans un premier temps, l'idée c'est confiance, c'est large, donc rentrer une espèce de couleur, le sujet n'est pas technique, donc c'est une couleur, c'est mettre des mots, on fait un petit peu les ressentis que les gens ont par rapport à ça. L'utilité, donc vous verrez le travail qui a été fait est assez étonnant de leur part. Les facteurs d'influence, les 2 questions qu'on fait, on pose toujours la question par rapport à vous et par rapport à vos équipes, histoire qu'on puisse avoir un point de vue large des facteurs d'influence, et la place dans le quotidien, en fait. Et on va chercher à dire ce qui irrite, les irritants de la conscience, et puis une notion un petit peu d'idéal, et puis les actions. Alors, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet, les mots-clés de la confiance. Donc, on les a classés. Un premier bloc, je vous les soumets. Vous n'hésitez pas à réagir. Là, moi, je vous verrai, ou Marilène verra les commentaires que vous pouvez mettre, parce qu'il y a des mots qui vont peut-être vous venir, qui ne sont pas ceux qui sont cités là. Donc, on commence par le premier bloc, c'est les mots-clés. Donc, on a deux éléments. La confiance, en tant que telle, c'est les mots qui sont en gris. Et puis, ce qui est l'opposé de la confiance, ce sont les mots qui sont en rouge. Donc, impact sur soi, en haut à gauche. Donc, les premiers mots en rouge, c'est quoi la défiance finalement? C'est le repli sur soi, c'est l'isolement, c'est le doute. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va perdre du temps, ça veut dire qu'on va hésiter, ça veut dire qu'on va avoir des attritions, des pertes d'échange, des pertes de l'enrichissement.
On va parler quoi? De crainte, de méfiance. Alors ça veut dire que on n'écoute pas. On va être embêté, on va avoir un biais d'observation qui va se faire et de compréhension. On va avoir une tendance à voir finalement ce qui est négatif et pas voir ce qui est positif. On va avoir des mots comme insécurité, angoisse, peur, stress, les impacts, le raidissement. Ça, c'est les conséquences. Alors, le stress, il faut voir ce que ça donne. C'est que le stress, quand on met les personnes dans des positions de stress, finalement, ils se rigidifient sur ce qu'ils savent faire. On devient très, très difficilement capable d'aller rechercher des nouveautés, des comportements nouveaux. Il faut voir aussi qu'un des effets du stress, c'est aussi une perte de la compréhension de l'autre. Ça, on ne le sait pas, mais on perçoit beaucoup moins bien ce qui se passe chez la personne en face. Donc, en fait, on est en train de se casser la relation, tout simplement. Et puis, on a un impact aussi sur la considération des risques et ce qu'il faut faire. On devient un petit peu ultra trop optimiste. On va minimiser le risque et les pertes de casse. Donc, je commence par les mots durs, je dirais, sur la défiance. Là, mes collègues de communication vous expliqueraient que c'est une erreur, mais c'est vraiment pour faire comprendre qu'à un moment donné, l'impact de la défiance sur les personnes est quand même extrêmement dur, surtout qu'on est quand même dans des mondes qui sont relativement angoissants. Et partant de là, on voit que les mots du confort, par opposition, c'est pas du confort, les mots positifs, pardon, c'est pas du confort, mais c'est beaucoup plus une nécessité pour rassurer et favoriser finalement les échanges qu'on peut avoir dans des contextes qui peuvent être par moments relativement difficiles. Alors, les mots de l'impact sur soi qui sont liés à la confiance, on va parler de bien-être, d'ouverture, de détente, de franchise, de liberté, d'estime de soi. Alors, c'est intéressant parce que finalement, là, c'est des éléments où on est en train de se consolider par rapport de se consolider soi d'une certaine façon. On va parler d'assurance, de sécurité, de courage, de conscience, de respect des autres, de loyauté. Donc on est sur des éléments qui sont extrêmement consolidants. Donc on voit là sur la partie impact sur soi, la violence entre guillemets de la défiance et la sécurisation de l'aspect confiance. On passe sur le deuxième bloc qui sont les postures. Alors les postures positives, c'est l'écoute. Simple. Alors, on le sait, ça qu'il faut écouter. Je veux dire, on nous le rabâche depuis des années. On essaie toujours de le faire. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que pour écouter, il faut aussi avoir un petit peu l'esprit tranquille. Il faut être disponible pour pouvoir le faire. Et on se rend compte là qu'on a un effet récursif. C'est-à-dire que pour pouvoir écouter, il faut déjà être dans une ambiance qui permet de le faire. Et on voit que si on n'est pas dans cette bonne mécanique-là, le système peut basculer d'un côté, se durcir ou alors s'ouvrir. On va parler de bienveillance, bon ça c'est des mots qu'on voit maintenant un petit peu partout, et puis les notions de soutien et d'appui. Et là, moi ça m'a bien plu parce qu'on commence à parler d'aide pratique. Dans le quotidien du travail, les gens sont finalement très très souvent seuls. Moi, quand j'interviens, je passe beaucoup de temps dans les couloirs, on se demande un peu ce que j'y fais, mais en fait, je passe beaucoup de temps à aider tout bêtement, à aider les gens. Je vois rigoler, Marilène, mais je vais sourire, pardon, excusez-moi. On passe beaucoup de temps là-dedans et c'est vraiment aider à réfléchir, aider à penser. Les gens sont très, très isolés finalement. Chacun est très isolé face aux difficultés, au travail, tout simplement, que l'on a. Donc on verra, ça c'est un rôle ça peut être exploité sous forme de rôles qui vont assez loin. Et on y reviendra éventuellement. Alors maintenant, dans l'opposé, la défiance et les postures, on parle de quoi finalement? On parle de mépris, on parle d'arrogance, on parle d'hypocrisie, on parle d'infantilisation. Alors ça, j'étais un peu surpris de voir le terme arriver là, et je serais très curieux de savoir finalement qu'est-ce que vous pensez qu'on met derrière, qu'est-ce qu'on met derrière ces termes-là. Moi, je trouve qu'on est dans une époque où on a beaucoup tendance à infantiliser les gens. Et bon, ça c'est mon point de vue. On parle de posture d'esquive. Donc là, précédemment, on était dans le mépris quand même. Là, on est dans l'esquive, dans la dissimulation, dans du changement de décision, donc quelque chose qui est plus flou, avec des choses qui sont ambiguës, parce que finalement, un changement de décision, finalement, ça peut être perçu comme une posture de défiance, alors que dans beaucoup de situations, ça peut aussi être normal de devoir changer. Finalement, l'agilité, c'est un petit peu là. Donc la question, elle devient vraiment d'avoir confiance, et je dirais dans les deux sens, pour pouvoir comprendre pourquoi est-ce qu'on a besoin de changer de décision. On passe à la notion d'ambiance et de relation de travail. Donc là, on parle, l'impact, c'est la transparence, c'est le dialogue, c'est l'échange, la réciprocité, c'est la coopération, c'est le partage. Je
je veux dire, coopération-partage, c'est le travail à plusieurs. Je rappelle qu'on en a de plus en plus besoin dans une tendance où on est une société qui est en train de se complexifier de plus en plus. Individuellement, on sait de moins en moins bien répondre tout seul aux préoccupations que la population a ou que les collègues ont. Le travail coopératif est quelque chose qui est obligé de se développer et structurellement, qui va pas arriver, le besoin ne va pas arrêter d'avancer. On parle de sincérité, d'intimité. Alors, ça c'est important parce qu'on a besoin aussi, pour comprendre le travail, ce que l'on a à faire, d'avoir une compréhension fine, intime, je dirais, des situations et des choses. Fondamentalement, on n'arrive pas à trouver des solutions qui sont intéressantes et des chemins d'action qui sont intéressantes si on ne connaît pas les situations et l'intimité des problèmes. Et puis, on parle de bienveillance, bienveillance réciproque, pardon, de solidarité. À l'opposé, dans les relations de travail, on a quoi? On a de la défiance, on a de la suspicion, on a du soupçon, on a de la manipulation, on a du repli, on a du mensonge, on a de la tromperie. Alors, moi, ce qu'il y a de bien, c'est que là, même si on ne sait pas comment faire pour consolider la confiance, on sait clairement comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour essayer de la détruire. Un impact sur le travail. Alors, ça, c'est un des grands enseignements de cette enquête. Et je vous remercie encore une fois aux participants, c'est qu'ils ont réussi à faire un lien assez direct entre la confiance, qui est une notion un petit peu soft, et puis une notion du travail et de l'efficacité du travail. Donc, on va le voir se parcourir tout au long de l'enquête, ça va se détourer petit à petit. Donc, un impact sur le travail, disent-ils, l'action, le droit à l'erreur ou à l'hésitation. C'est intéressant quand on pourra hésiter aussi, on a aussi le droit de ne pas savoir, de ne pas plonger dedans. La pertinence et l'efficacité du travail réalisé, l'efficacité, efficace, l'honnêteté, l'ardiesse, la stabilité, l'engagement, la motivation à faire quand cela est reconnu. On va y revenir, je veux dire, vraiment l'accès de confiance est très utile dans la construction d'action. À l'opposé, on a l'inefficacité, la dispersion, l'immobilisme. En fait, ce qu'on est en train de faire, si on a de la défiance, c'est qu'on est en train tout simplement de casser le travail. On a de la démotivation et ça peut aller jusqu'au conflit. Voilà, donc je vous assomme un peu avec ces mots, mais je crois que ça vaut le coup que ça descende. Au moins, là, les choses qui sont pensées sont au moins dites. Alors, vous ne nous assommez pas du tout. Moi-même, il y a déjà des questions. Alors, il y a une dame qui me dit bonjour. Je suis coach et j'ai très souvent des clients qui amènent cette problématique dans leurs demandes, la problématique de la confiance. Concernant l'apport à la confiance en France, cela renvoie aussi à nos représentations face à l'échec, à l'opposé de la culture américaine qui valorise le droit à l'échec et les enseignements en Chili. Oui. Qu'en pensez-vous? Moi, je partage complètement, ça, on le verra, j'en touche un tout petit mot à la fin parce que je ne suis pas rentré dans les éléments culturels qui amènent à ces éléments de défiance, mais ce n'est pas pour rien que la France est classée dans les derniers quand on parle de confiance, et ça c'est en partie lié au système éducatif qui est quand même fondamentalement lié sur des éléments de sélection individuelle, tout simplement. On n'apprend pas la coopération en France, on le verra par la suite, donc c'est très très profond. Et c'est pour ça qu'en matière, moi, je ne suis pas coach, mais je fais plutôt de l'organisation, j'ai pris le parti de mettre les pieds dans le plat. Parce que moi, quand le truc il est dit, il est dit. Voilà. Et puis ça permet d'avancer. C'est aussi l'intérêt d'avoir un tiers qui l'introduit. Je m'interroge quand même sur un pays dans sa constitution, le permis du port d'armes. Est-ce que c'est un exemple de confiance? Non, juste les Américains comme un exemple de confiance. Alors, du droit à l'échec, peut-être un peu plus que nous, mais. De confiance, je mets un gros doute, mais bon, peut-être. Et je voulais vous demander qu'est-ce qui fait qu'en France, alors sans comparer à une autre société, anglo-saxonne ou quoi, mais qu'est-ce qui fait qu'en France, on a un problème avec la confiance? Alors, je ne suis pas le mieux placé pour répondre à cet ensemble, parce que la question est quand même extrêmement large. Donc, il y a des éléments d'éducation, il y a des éléments de parcours, puis des éléments culturels. J'en ai quelques petites touches un petit peu dans l'ensemble. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est comment est-ce que nous, dans un groupe qui sommes en train de travailler, comment est-ce qu'on s'y prend pour enclencher un moment dans lequel, au moins, nous, quand on va aller travailler le matin, on va être content de voir ses collègues, d'avoir le sentiment de faire quelque chose qui est sympathique, enfin, bon, je veux dire, utile et ainsi de suite. Donc, finalement, d'être en confiance. Donc, je vous fais une réponse de Normand, je suis un peu désolé, mais qui est revenir à un bloc pragmatique où celui-là, on sait que
moi, si demain matin je m'y mets, et si vous vous y mettez aussi, ben nous, on va y arriver, déjà. Et là, on verra, une fois qu'on sera à 2, à 3, à 4 à pouvoir le faire, que ce petit groupe-là se ferait, là, on pourra commencer à faire un peu de la propagation. C'est un très très vaste sujet, moi j'adore ce truc-là. C'est vraiment l'introduction du changement, comme qui dirait. Ouais. La confiance, ça va avec l'introduction du changement. Il n'y a pas de conduite du changement sans confiance. Voilà. On va se rendre compte qu'en fait, la confiance est le ciment d'énormément de choses, et c'est le slide d'après, en fait, hein, qui arrive petit à petit. Alors moi, je remercie la dame qui a participé, et je vous invite à continuer à participer, à nous faire part de vos commentaires, de vos réflexions et de vos questions. Il y a d'ailleurs un monsieur qui me dit, la confiance, est-ce que selon vous, c'est donc le départ d'une qualité de vie au travail ou d'une démarche de qualité de vie? Ah ben c'est indispensable. C'est indispensable. Je vois assez mal une bonne qualité de vie au travail en allant avec une boule au ventre le matin travailler. Ouais. Tout simplement parce qu'on a des problèmes et qu'on ne sait pas les expliquer. Est-ce que ça peut faire un système de base communicant, c'est-à-dire la confiance, elle aide à mieux parler et à mieux mettre en place une démarche de qualité de vie au travail? Bien sûr. La démarche de qualité de vie au travail, elle procure de la confiance. Enfin, ça fait comme un système de roue. Oui, ce sont des systèmes récursifs, comme on appelle ça. Et vertueux. Et vertueux si on le prend dans le bon sens. Alors le prendre dans le bon sens, ça veut dire commencer, c'est paradoxal, mais ça revient à commencer par vraiment les petits pas, ce que je disais, c'est la théorie des petits pas, et doucement et de manière systémique. Voilà. On ne va pas plus vite que la musique, mais quand on gagne, on se le gagne bien. C'est ce que nous dit le monsieur, il dit la QED, ça crée aussi de la confiance. Oui, c'est ça, c'est un système de gagnant-gagnant. La dame coach de tout à l'heure nous dit, je vous propose cette belle définition de Charles Pépin dans la confiance en soi. Elle nous dit, alors je cite cette définition, d'abord sécuriser, ensuite, entre guillemets, insécuriser un peu. Nous avons besoin des deux pour oser nous aventurer dans le monde, et souvent ces deux dimensions se mêlent dans le regard des autres. Découvrant la confiance dans leurs yeux, nous nous sentons plus forts. C'est une posture qui est indispensable en tant que manager. Oui, très bien. Je la remercie beaucoup, c'est une très belle définition, et je ne connaissais pas cette définition scientifique. Merci. Alors, je reviens quand même, parce qu'il y a quelques-unes. Donc, mode de pilotage, opacité. Alors, l'opacité, il faut quand même voir ce que c'est. C'est que si on ne rend pas visible, si on ne partage pas les situations, on interdit aux gens de réfléchir. Donc, c'est quand même assez grave, si je puis dire. Contrôle, centralisation, surcontrôle, ordre, verticalité, directivité. Le problème de ça, c'est qu'on a une perte des remontées d'informations du terrain. Donc, c'est la remarque que je faisais tout à l'heure. C'est si on n'a pas les éléments réels du terrain, on est quand même très embêté pour faire des actions qui soient utiles. Donc, autoritaire, pouvoir, autoritarisme, hein, dans les modes de pilotage, domination. Donc, on est quand même assez fort. Sur le mode de pilotage, on a considération de la personnalité et des compétences d'autrui, respect des différences. Donc là, c'est aussi un élément qui m'a surpris, moi, c'est de faire que les gens arrivent à faire le lien assez clairement entre la confiance et ce qui est toutes les différences et la diversité. Donc c'était pas spécialement immédiat, mais je trouve que c'est vraiment très riche pour accepter la diversité et les différences de l'autre, ce qui est très utile pour comprendre et avoir une agilité d'action dans des environnements complexes. Donc valeurs partagées, dans le milieu professionnel à la base du management, la confiance et la valeur de toutes les valeurs. Bon, on rentre là-dedans. Après, on rentre dans la communication. La communication, c'est confidentialité des échanges respectés. Alors, en préparant la conférence, je me dis, mais ça, finalement, on le sait depuis la cour d'école. On n'a pas envie que le secret qu'on a dit, on les soit dit comme ça. Bon, c'est pareil, quoi, finalement. Hein. Un élément congruence entre les mots et les actes. Donc ça, c'est un autre regard sur la question qui a été posée tout à l'heure. C'est congruence. On ne demande pas à faire des sauts. Je veux dire, il faut... Congruence, juste peut-être rappeler vitesse. La différence entre la congruence, l'empathie, la confiance. Voilà, je ne vais pas rentrer dans toute la technique. Pour moi, la congruence, c'est il faut que quand je vous propose quelque chose, vous puissiez voir dans moi, dans la personne que je suis, le fait que je vais le faire, que c'est homogène avec. Alors c'est vraiment très lié à sa personnalité propre, quoi. Il y a un engagement, mais c'est quelque chose qui doit être transparent. Vous devez me croire d'une certaine façon. Vous devez me croire, mais moi je m'engage. Et je m'engage, et vous allez me croire parce que vous pensez que je vais faire ce à quoi j'ai dit.
Et ça va toujours être toujours un petit peu ce leitmotiv, c'est en fait, j'ai dit comme ça, c'est on dit qu'on sait qu'on peut ce qu'on sait qu'on peut faire. Et après, une fois que ce premier pas il est fait, alors là on peut passer à quelque chose d'autre. C'est pas parce qu'on a dit moi, je vais faire ce premier pas qu'on n'en fera pas un deuxième. C'est pas restrictif. Mais il vaut mieux se dire j'en fais un et puis on verra pour le deuxième plutôt que de dire j'en fais deux et n'en faire qu'un. Oui, si vous me suivez, c'est un peu ça, je veux dire. Alors, voilà. Il y a un monsieur qui nous dit, il y a une dame qui s'appelle Madame Persson qui travaille aussi sur la confiance. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais Persson. Son nom me dit quelque chose. Il dit, elle explique, cette personne, que la confiance, elle apparaît au deuxième stade de la pyramide de Maslow. Et que la pyramide de Maslow, c'est la pyramide qui reprend les besoins physiologiques et les besoins de sécurité de n'importe quel être humain. Donc, selon vous, pour vous, c'est pareil, la confiance, ça arriverait au deuxième niveau, tout de suite après manger, dormir. En fait, on aurait mangé, dormir, oui, alors, boire, et après la confiance. Après, on rentre dans des discussions qui sont un peu plus complexes, parce que certains disent que la première base de la pyramide de Maslow, c'est le sens. Ah oui, bah, alors, donc, paf, donc on rechange encore un niveau, donc il ne faut pas se laisser embarquer trop, je pense, par des c'est bien ces structurations, quand elles servent de base à en faire autre chose. Encore une fois, je reviens sur ce que je disais, c'est le premier truc pour moi, c'est une déformation professionnelle, c'est que je mets les pieds quelque part pour que ça aille mieux dans 5 minutes. Et donc, comment est-ce que je m'y prends pour que finalement, juste après, on arrive à quelque chose qui soit une dynamique qui permette d'avancer. Et après, ce premier pas, c'est comme dans les cours d'école, c'est pareil, hein, ça dépend des gens qui en face, ça dépend du contexte, ça dépend un petit peu de toutes ces choses. Et cela dit, ça n'exclut pas qu'il faut quand même manger et boire. Hein. On ne tient pas longtemps si on ne mange que du sens. Mais j'étais surpris, je vous le livre, parce que ça, j'ai découvert ça il y a un mois. Quelqu'un qui l'affirmait assez fort. Que le sens, pardon, était le premier élément qu'on était en train de chercher. Alors, le premier, en tout cas, c'est un parallèle avec tous les éléments qu'il y a. Ne pas avoir de sens à sa vie, elle est quand même extrêmement dur à porter. Et ne pas avoir de sens au travail génère de la souffrance au travail. Et ne pas avoir de sens au travail génère de toute façon une casse qui est terrible. Et c'est vrai qu'on se masque derrière en disant mais finalement ils sont payés pour, mais ça ne suffit pas. Enfin, il ne faut surtout pas en tant que manager se contenter de ça. Communication, donc je boucle là-dessus. Donc, appropriation des propos de l'autre, ça c'est le négatif. Transformation des propos, double langage, absence de communication. Il faut faire attention à l'absence de communication, c'est que des fois c'est pas volontaire, on oublie tout simplement de le faire. Donc c'est quand même une discipline, une hygiène, et ça veut dire qu'encore une fois, il faut être tolérant dans les deux sens, hein, tant le manager que la personne qui le reçoit, parce que je ne veux pas que cette enquête apparaisse comme un travail à charge, quoi, hein. C'est peu évoqué, mais les gens qui travaillent sont aussi partie prenante de l'ensemble. Hein. C'est une affaire à deux, cet élément-là. Et le dernier volet, c'est la perception de l'autre. Donc, c'est l'autonomie, délégation, responsabilité, complicité, conviction, valeur commune, sens, on revient derrière. Et dans la perception de l'autre, on retrouve les objectifs personnels, la compétition, l'égocentrisme, donc du pas collectif, puis finalement des éléments quand on regarde, qui se relient qui sont renforcés, je dirais, par ces notions d'évaluation individuelle qui ne sont pas toujours très productifs, moi, je trouve. Et puis, on a donc les derniers mots sur la perception de l'autre, rétention, corruption, trahison. Et on sait bien qu'on ne fait pas nécessairement de la rétention partout. Tous les sujets ne peuvent pas être mis sur la table. C'est quand même un peu plus fort. Donc, voilà les premiers volets de mots-clés, si je puis dire, pour se poser la question de ce sujet et central, et diffus, et vaste, qui est la confiance. Petite remarque sur l'ensemble des mots, en fait, quand on est, donc le graphique n'est pas évident, c'est le nombre de mots qui ont été cités. Donc, quand on parle de confiance, les mots qui touchent la confiance touchent plus volontairement l'intime, l'autre et le travail. Donc, on est vraiment sur le cœur des choses. Et les mots de la défiance, il y a beaucoup plus de mots sur la défiance, sur les postures, le pilotage, la communication et l'ambiance. Tout ça pour dire que la confiance, c'est vraiment quelque chose qui se centre sur soi, finalement. C'est intime. Donc, excusez-moi, c'est un petit peu le récap, c'est les supports, je les ai mis pour pouvoir
mettre à disposition des commentaires d'enquête sans avoir le texte, si je puis dire. Donc sans surprise. Hein. Voilà. Maintenant, c'est dans quel contexte est-ce que nous souhaitons travailler, dans un environnement de confiance ou dans un environnement de défiance, à chacun de choisir. Alors, la question 3 était la suivante. En quoi, selon vous, la confiance est-elle utile dans les relations de travail et les questions de management? Alors, en fait, ce qui m'a plu, c'est que nous, on part d'un élément, je les ai mis en vert, des compétences et du potentiel des gens, et on va en biais jusqu'à coélaborer en terrain connu, ce qui est quand même le graal des choses, et ce qui est en fait la situation dans laquelle petit à petit on se retrouve de plus en plus fréquemment. On a un devenir qui est quand même peut-être pas très bien connu, il va falloir coélaborer comment est-ce qu'on s'y prend, tant dans les manières de chacune des institutions, mais au niveau de la société de manière plus générale. Alors, individu, ça, c'est aussi un volet qui est intéressant, c'est qu'on a le régalien quelque part, les compétences, le potentiel. Donc, ça, c'est un petit peu comme les enfants. Je peux dire, les enfants, ben, il y a des éléments qu'il sait faire, et puis on voit bien qu'un enfant, ben, il a un potentiel d'apprendre quelque chose. Donc, c'est bien de la confiance qu'on va lui donner qui va lui permettre d'aller chercher ce potentiel-là. Et bien, pour les grands, finalement, c'est un petit peu pareil. Ensuite, on passe à l'engagement, à la motivation, la responsabilisation, l'autodétermination, qui est le deuxième volet, je vais appeler ça le lion, et le tout petit mot en bas. Et puis après, on passe sur le troisième volet, qui sont les expressions, l'initiative, l'action. Donc on passe sur la réalisation, finalement, l'action un petit peu des choses. On a le pendant de ça au niveau des relations du groupe. Donc les compétences et le potentiel se relient avec finalement le lien, la résilience et les relations. Ce que l'on a, nous, de fonctionnel avec les autres. Ce qui va entourer ça, ça va être la transparence, le respect et la communication qui vont permettre que tout ça fonctionne. Et quand on passe sur l'action, ben c'est le droit à l'erreur et puis c'est la bienveillance. On monte d'un cran, on passe sur l'efficacité du groupe. Alors, on parle de répartition des tâches. Alors, j'étais très surpris parce que ça, c'est aussi un de mes dadas, c'est de se dire, le Graal, c'est quand même de pouvoir bouger des tâches qui sont pré-réparties par fiche de poste en fonction des appétences des uns et des autres, des difficultés qui arrivent, des évolutions de charge. Et là, comme par miracle, cette notion de répartition des tâches arrive dans les résultats sur la confiance, donc j'étais assez content. Et puis, deuxième volet, partager les constats. Donc, on repart bien d'un autre élément extrêmement important, c'est si on veut avancer sur une situation, il faut quand même qu'on la connaisse de manière riche et qu'on en partage la compréhension. Ça, c'est absolument fondamental. C'est la base, pour moi, c'est un peu la base de tout. L'autre volet, donc après, c'est le lien, c'est l'efficacité, l'efficience, la réactivité. Et puis, au moment de l'action, on est sur la coopération et la capitalisation du travail. Alors, la coopération, c'est, parce que je refais le cran par-dessus par rapport à la coélaboration. La coopération, c'est quand on travaille ensemble sur des éléments dont on connaît, dont on a pu prévoir la finalité. Et la coélaboration, c'est quand on ne connaît pas nécessairement au démarrage les notions de là où est-ce qu'on veut aboutir. Pour faire la distinction, les singes coopèrent, par exemple, ils coopèrent à la chasse. Nous, si on veut sortir des histoires de développement durable, il va falloir qu'on coélabore un chemin d'action. Donc, on a ça. Donc, sur cette ligne de coopération, on a une ligne qui est donc vision, sens, créativité, et puis coélaborer en terrain inconnu. Et là, on se rend compte que finalement, la confiance, eh c'est un ciment indispensable pour finalement toutes les étapes du travail. Et je trouve que c'est quand même très spectaculaire qu'ils aient réussi à le dire. Je vous garantis que j'ai absolument pas manipulé les réponses ni les questions. Donc les gens que vous avez fait contribuer au cours de cette enquête, les managers de la fonction publique, ont aussi parlé de confiance en soi, avec le côté individu, potentiel, compétence. Très peu. Finalement, relativement peu. C'est un volet qui a été un peu mis de côté. Il est sous-jacent, on l'a vu dans les premières parties, en disant finalement la confiance va impacter sur soi-même, mais on a peu parlé de confiance en soi. Et la confiance en soi est importante pour un manager, et il faut qu'elle soit justement dosée. Pas de trop, parce que sinon ça peut être un manager autocratique. Mais un manager qu'on n'aurait pas du tout confiance en soi. Alors ça, on est à la frontière avec les notions de psychologie et de coach, donc c'est là où mon métier s'arrête, mais c'est bien d'en avoir, mais par contre, ce que je sais, c'est que l'environnement peut contribuer à ce qu'on
en est suffisamment d'une certaine façon. On peut compenser un déficit de confiance en soi par, par une qualité de confiance dans les interactions, enfin dans le groupe et dans les interactions du groupe. Moi, je dirais plutôt sous cette forme-là. Il n'y a pas d'autres questions pour le moment, mais j'invite nos participants qui nous regardent, vous êtes une bonne quinzaine, à ne pas hésiter à prendre la parole sur l'onglet Q et R comme questions-réponses pour entrer en contact avec nous. Alors, donc, ça, c'est les éléments, donc on les a vus. On a donné une petite question un petit peu quantitative sur la confiance, quel poids. Et là, globalement, 80%. Donc, les gens sont en train de dire, donc on va prendre le chiffre pour sa virgule, mais les gens sont en train de dire ça compte dans le fonctionnement. Alors, les facteurs d'influence de la confiance. Alors, on a un volet qui va parler de l'individu finalement. Alors, droit à l'erreur, moyen. Alors, il faut savoir que la France, c'est quand même le pays de la débrouille. Hein. On a vraiment tendance à ne pas donner les moyens puis qu'il se débrouille. D'ailleurs, on rajoute une petite couche en disant s'il n'y arrive pas, c'est qu'il n'est pas bon. Allez, paf, et comme ça, on masque tout le problème, ainsi de suite. Et on a soulevé le tapis et on a mis tout avec. Donc, il faut être extrêmement prudent avec ces choses-là parce qu'il y a des sujets où ça peut être quand même extrêmement dangereux. Le faible pouvoir d'agir, mais alors ça, subir les choses sans pouvoir faire, c'est une bonne manière de rendre les gens un petit peu, de faire assez mal en fait. Hein. Boycott des émotions, alors ça c'est assez intéressant parce que le boycott des émotions, c'est un risque psychosocial important, c'est le deuxième en fait, qui est signalé par la DARES. Il pèse pour 43% des gens disent qu'il y a un boycott des émotions au travail. Donc c'est quand même pas rien. Ensuite, on continue, relations interpersonnelles. Donc il ne faut pas oublier que l'homme est un animal social. Hein, je dirais, le travail, c'est une activité sociale avant tout. La reconnaissance. Alors la reconnaissance, pareil, 43% des causes de risques psychosociaux, c'est la troisième cause. Quand il n'y en a pas. Quand il n'y en a pas, j'entends. Hein. Et on l'oublie, mais on ne travaille pas pour personne. Et ce qu'on oublie aussi, c'est qu'on a toujours une tendance à dire finalement c'est le chef qui doit reconnaître, mais il ne faut pas oublier que les pairs peuvent aussi reconnaître le travail qui est fait. Alors, les chefs reconnaissent l'utilité, c'est utile ce que tu as fait, bravo, et les pairs reconnaissent le geste. Comment tu as réussi à le faire, c'est quand même vachement chouette et tout ça. On voit arriver, je dirais là aussi dans les facteurs, la reconnaissance des différences, là c'est ce que je disais, pour attaquer les sujets complexes, c'est quand même extrêmement important. On passe ensuite sur des modes de communication, transparence, information. Donc pareil, on l'a déjà dit, mais c'est indispensable pour comprendre. Ce qui est dit est fait, la congruence des actions. On pourra toujours faire des pas de plus par la suite. La co-construction. Voilà, en France, il ne faut pas oublier qu'on n'est pas du tout habitué à ça. Les systèmes éducatifs nous apprennent peu à coélaborer ensemble, et co-construire, travailler ensemble, coélaborer, ce sont des apprentissages. Donc il faut aussi, quand on lance ces mécaniques-là, avoir en tête qu'on peut tout à fait se tromper au début et qu'il faut apprendre. Mais apprendre, ça veut dire qu'on ne va pas se cristalliser sur un échec ou sur un problème qui a eu lieu. Il faut avoir confiance en nous d'une certaine façon. Il faut se dire qu'on va pouvoir être capable de passer le cap. Pardon. Les derniers éléments, c'est le déni des métiers. Alors, ça, c'est quand même assez inquiétant, si vous voulez, parce que ça consiste quand même à prendre un petit peu les gens pour ce qu'ils ne sont pas, en leur disant vous faites mal votre métier. Alors, c'est quand même assez violent. Et en même temps, il faut pouvoir quand même parler un peu du métier, parce que sans ça, on n'arrive pas à le faire évoluer. Donc, on a besoin de niveau de confiance un peu dans les deux sens. Et puis, le lien et connaissance des réalités vécues, ça, c'est ultra fondamental. Je veux dire, moi, quand je connais un sujet, que je le subis, si je me rends compte que le gars qui va prendre la décision ne le connaît pas, c'est catastrophique. Il va me faire peur. Enfin, c'est vraiment épouvantable. On remonte sur les modes de pilotage. Incertitude, clarté des orientations, c'est de la stabilité, c'est ça qu'il faut, ça, on le connaît. Après, ces éléments sont insérés dans des pratiques qui sont extrêmement structurantes. Donc, on parle de ceux qui savent ce qu'ils font.
technocratisation, dans la petite ligne en bas. On va parler de déshumanisation. Je veux dire, c'est vrai qu'on a une petite tendance à tout réduire à l'équivalent temps plein, pour tenir à culpa parce que je l'ai fait aussi. Cap et changement d'urgence, posture, congruence, enfin des éléments qui sont structurants. Je me comporte comme un chef parce que je suis un chef. Enfin bon, on connaît ça. Et puis des contraintes qui sont effectivement des changements de cap et des urgences. Des changements de cap, il y en aura finalement toujours. Des urgences, il y en aura finalement toujours. Donc je crois que ce qu'il faut aussi avoir en tête de travailler, c'est la capacité à une forme d'agilité. Ce qui n'est pas spécialement évident, mais pour la gagner, ce que l'on sait, c'est que le premier socle va être de connaître les situations. Et pour connaître les situations, il faut les partager. Et pour les partager, il faut se faire confiance, il faut avoir du temps pour en parler. Vous voyez arriver l'agilité dans la fonction publique territoriale, dans les organisations de la fonction publique par rapport à il y a encore quelques années? Vous la voyez arriver? Je vois le besoin arriver de plus en plus et je vois des freins se clarifier, quoi, finalement. On est encore vraiment beaucoup trop resté en silo. Et on se rend compte, moi je vois, là on a travaillé récemment sur des crèches, oui, il y a des questions d'adaptabilité, d'agilité, et les gens l'ont, c'est les assistantes maternelles de la ville l'ont. C'est assez intéressant d'ailleurs, parce que c'est sur les crèches familiales qu'elles l'ont, là où elles sont libres, là où ce sont des individus qui se regroupent de temps en temps pour travailler. Et là, elles sont capables, et on voit bien que le potentiel, ça va être capable d'absorber les évolutions qu'il y a dans les sociétés, comme par exemple l'augmentation de la part des autistes, enfin des enfants autistes, et ainsi de suite, ou du handicap, ou même des besoins, des éclatements de besoins de garde beaucoup plus importants à cause de l'évolution de la structure du travail. Et la rigidité vient de l'encadrement, de la facilité de l'encadrement. Et quand je dis de l'encadrement, ce n'est pas de l'encadrement direct, c'est de l'encadrement administratif, en fait, qui, eux, ont tendance, sont coincés par les rentabilités, et ainsi de suite, et donc sont coincés quelque part par. Donc, vous voyez, il y a un jeu qui n'est pas évident, c'est que c'est dans la tête et dans les contraintes de l'ensemble qu'il va falloir faire quelque chose pour permettre aux autres de bouger. Qu'est-ce que ça veut dire sur un PowerPoint posant la féminité dans les rapports du genre au travail? Eh ben, je vous pose la question. C'est de la livraison brute d'une des contributions. Donc c'est pour ça que je l'ai laissé sous un format un petit peu différent. Ah, c'est quelqu'un, un manager de la fonction publique. Ah, c'est quelqu'un là, oui, qui a dit ça. Oui. Quand ces slides-là, ce ne sont pas mes avis, ce sont les mots des personnes. D'accord, très bien. Alors, on a plusieurs personnes qui interviennent, c'est très bien. Je vous remercie à toutes et tous, non seulement d'être présents en direct avec nous ce matin, mais aussi d'intervenir autant. Un monsieur qui nous dit le mal français, c'est de savoir dire quand ça ne va pas. Il est rare de féliciter quand tout va bien. Ah bah ça c'est clair. Mais on y vient de plus en plus quand même dans l'agilité, il y a ce côté célébrons nos succès, célébrer, je trouve que ça... Ah ben c'est beaucoup plus que quand j'ai commencé à travailler, c'est ça la question. Et on se plaint effectivement beaucoup, mais on ne décrit pas ce qui se passe. Et c'est beaucoup des opinions et des ressentis qui sont exprimés, peu de description des choses. Ah oui, je suis tellement d'accord. Ensuite, du coup, ça fait du jugement. C'est du jugement. C'est que du jugement. C'est du jugement, ouais. Mais ça permet pas de. Ça permet pas d'agréer. Il faut avoir l'image de cet objet qu'on essaie et qu'il faut être plusieurs pour faire le tour. C'est un éléphant, qu'est-ce que c'est si des aveugles le touchent chacune des parties? On ne sait pas ce que c'est. Une dame qui nous dit: j'ai assisté il y a peu à une conférence de Julia de Funès, qui est une philosophe. Alors, est-ce que cette personne, ça vous parle? Non, moi non plus, je ne la connais pas. Qui disait que la formule « la confiance n'exclut pas le contrôle » était antinomique, puisque faire confiance à l'autre, c'est une prise de risque que l'on accepte. Le contrôle relève du registre cognitif, on attend des preuves. Qu'en pensez-vous? Je vais vous faire la réponse de jésuite, ça dépend si vous prenez le contrôle au sens français ou au sens anglais. On va le prendre au sens français, parce qu'on est en France et on est français. Je vais pas depuis Londres, je réponds parce que vous allez voir pourquoi, je ne suis pas que jésuite. Control en anglais, c'est une notion de maîtrise de l'ensemble. Donc c'est là où je dis oui, cette dame a raison, c'est antinomique si on prend le contrôle au sens français de je vais te contrôler ou vérifier que, mais maintenant ça l'est moins quand on commence à dire je vous fais confiance, mais nous devons ensemble avoir la maîtrise de l'ensemble de la situation. C'est pas tout à fait pareil.
Parce que là, on se met ensemble pour en comprendre l'ensemble des choses. Je ne suis pas en train de te juger, je suis en train de t'aider à regarder l'ensemble des dimensions pour que finalement, on arrive à en maîtriser l'ensemble, pour en voir l'ensemble des éléments et en maîtriser l'ensemble. On a une collectivité qui va mettre en place un télétravail, ce Oui. qui est encore un peu pas tout à fait rentré à 100% dans les mœurs des collectivités territoriales, vous m'accordez. Oui. Et qui va dire, parce que je comprends un peu ce que cette dame veut dire en nous retransmettant cette citation de la philosophe, en nous disant, bah, on vous accorde le télétravail, par contre vous devrez nous faire, avant de partir en télétravail, un rapport de ce que vous allez faire pendant une journée de télétravail. Ensuite, quand vous serez en télétravail, un rapport que vous êtes bien en télétravail. Vous devrez, je sais pas, nous stipuler que là, oui, vous êtes bien en télétravail. Et ensuite, une fois votre télétravail passé, c'est-à-dire le soir ou le lendemain de votre télétravail, un rapport de ce que vous avez fait en télétravail. Moi, je connais des collectivités qui ont ce temps en 3 étapes, c'est-à-dire je dois prévenir avant mon télétravail, je préviens pendant mon télétravail et je préviens après mon télétravail. J'en ai discuté récemment avec une agent de la fonction publique. Alors que pour autant, on leur dit, mais on vous fait confiance, puisqu'on vous accorde le télétravail. Mais on met, comme je rejoins ce que cette agent qui nous regarde a transmis avec cette philosophe, Madame de Funès, on met des points de contrôle. Ah, ça c'est clair, mais c'est catastrophique, hein, c'est un petit peu la notion qu'on Du coup, disait. c'est antinomique. Ah, mais c'est complètement antinomique. Parce qu'on accorde et on dit tu es en télétravail. Et je ne te demanderai pas de point de contrôle puisque c'est comme quand tu es ici, dans nos services, dans une collectivité, ou soit je ne te l'accorde pas, en fait. Oui, non, mais moi je suis parfaitement d'accord. On est dans une caricature des choses. Quand un contrôle tatillon, on les a là, par la suite. Et donc ça c'est catastrophique. Alors, ça peut tuer la confiance. Ah ben c'est pas que ça peut, c'est que ça la tue. Oui, excusez-moi, c'est vrai. Ça va beaucoup plus loin, ça la tue. Après la question pour l'intervenant, pour la collectivité d'ailleurs, c'est pour les patrons de ça, c'est de dire ben, qu'est-ce qu'on arrive où est-ce qu'on arrive à mettre comme pour ouvrir les huîtres, où est-ce qu'on arrive à mettre le premier point qui va permettre de décoincer, de rassurer tout le monde. Moi j'y ai lu un sentiment que la hiérarchie a besoin d'être rassurée. Mais elle a besoin d'être rassurée, la hiérarchie a besoin d'être rassurée. Alors il y a aussi une autre remarque, c'est qu'on a tendance quand on fait ces changements-là à vouloir les faire d'un coup pour tout. Mais en fait non, c'est plutôt une technique de papy buvard qu'il faut avoir en ligne de mire. C'est oui, mais peu importe, on va peut-être pas y arriver de tout partout, mais à quelques endroits, on va pouvoir quand même arriver à mettre des crans. Et de là, on va pouvoir s'étendre. Une dame qui nous dit, je suppose que vous allez aborder dans la deuxième partie de votre présentation, mais, je suppose que vous allez l'aborder dans la deuxième partie de votre présentation, mais je voudrais savoir que pensez-vous du rôle de la stratégie RH dans la diffusion d'une culture de la confiance à travers des plans de formation, le portage de certaines valeurs, la mise à disposition et le développement d'outils liés à l'intelligence collective pour développer la coopération, le co-développement ou la relation de confiance du groupe est fondamentale. Mais moi, je pense que c'est très bien de le faire. D'ailleurs, c'est un petit peu l'objet et la finalité de ça. On revient sur comment est-ce qu'on s'y prend pour introduire cette notion-là. Donc, et on va se rendre compte qu'en fait, ça commence par une opération de sensibilisation d'une certaine façon. Puis, dès qu'on commence à en parler, ça fait des progrès. C'est des sujets qui sont quand même pas mal. Et après, sur la confiance, on peut partir mais de partout. C'est un sujet qui est tellement complexe et central qu'on a toutes les briques qu'on peut composer un petit peu à volo. Complexe et central, et ça rejoint ce que la coach qui nous écoute ce matin nous disait, c'est qu'elle le rencontre souvent dans sa problématique avec des coachés en collectivité, c'est vrai que non. Il y a un monsieur qui nous demande quel rapport est-ce que vous faites entre déshumanisation et ETP? C'est quoi ETP? ETP, est-ce que vous pouvez juste l'indiquer? Équivalent temps plein. Donc c'est simple, c'est au lieu de vous dire vous êtes sur un travail en train de faire, je vais compter le nombre d'heures que vous y passez. Puis je vais vous considérer comme des heures ou des jours. Oui. Et puis si quelqu'un considère que on peut faire plus, je vous raille, quoi. C'est pas déshumanisé, ça, c'est normal. C'est ce qu'on fait, quoi. Une dame qui nous dit le télétravail chez nous en interco, alors c'est une intercommunalité, est basé sur la confiance et le relationnel entre le manager et l'agent. Et moi je dis c'est très bien. Et si cette interco, Madame Châtelet, je vous envoie un petit message, vous voulez venir parler de votre dispositif de télétravail intelligent et bien mis en place, je vous accueillerai avec plaisir dans une autre conférence. Parce que le télétravail, ça reste un sujet très important à aborder dans la fonction publique. Donc n'hésitez pas à m'appeler si vous désirez.
Ensuite, un monsieur qui nous dit, le contrôle, ça permet d'ailleurs de laisser le droit à l'erreur. Si on laisse, alors le contrôle permet de laisser le droit à l'erreur. Ouais. J'ai du mal avec cette première phrase, mais ok. Je comprends ça. Ah ouais, vous comprenez? Ok. Alors, si on laisse le droit à une personne de se tromper, il faut néanmoins procéder à des contrôles. Oui, ça y est, j'ai compris, d'accord? Par rapport à des objectifs. Pour ne pas laisser la personne, si elle fait fausse route, se perdre sur cette fausse route. C'est un confort pour elle de se savoir aider si elle rencontre des problèmes. Alors, c'est toute la difficulté de est-ce qu'on met des points de contrôle pour aider? Moi, je suis assez d'accord avec ça. Le manager, c'est aussi un manager un peu parapluie qui peut éviter les sorties de route et grâce à des points de contrôle, voir à peu près où le manager va. Mais moi, je vais même vous livrer une remarque personnelle. Oui. En tant que consultant, je trouve ça effrayant quand je propose quelque chose et que les gens acceptent. C'est encore plus brutal, c'est-à-dire que d'une certaine façon, oui, l'action, elle est le résultat de la discussion entre deux et plusieurs idées et personnalités. Donc ça rejoint ce que vous dites, c'est quelque part, il faut être plus le manager assume aussi cette question de parapluie, somme toute. Oui. C'est le résultat d'une construction, quoi, de fait, où tout le monde se dit, bon ben, ok, ben on y va, ouais, t'as bien vu, mais t'as vu que là, je t'ai proposé ça, mais c'est un peu faiblard là, tatati, tatata, bon ben on y va, tant pis, on prend le risque, mais on sait où est-ce qu'il est et on le fait. Mais on le fait ensemble, et ce n'est pas un qui va l'imposer. Une dame qui nous demande, c'est chouette, il y a plein de participation, je suis très contente, il y a beaucoup d'interactivité ce matin, et c'est très sympa de votre part. Une dame qui nous dit, êtes-vous d'accord pour dire que ceux qui sont managers sont des chefs de service qui n'ont pas eu réellement de formation au management et sont beaucoup moins armés pour la gestion d'équipe? Je souris parce que c'est tellement juste. Ce qui induit par conséquent un manque de confiance en eux et dans leurs équipes, et par voie de conséquence, ils ne délèguent pas et se retrouvent en difficulté. J'ai beaucoup plus radical que vous, c'est... Je salue le courage de cette dame, qui quand même abordé ce sujet. Oui, non, mais les managers et les gens qui travaillent, quand vous regardez, on n'est pas formé à ce qu'est le travail. Donc c'est encore plus brutal que ça, c'est qu'on est tous amenés à travailler et on ne sait pas comment ça marche. Donc on a des idées reçues sur le travail, on a des idées reçues sur les fonctionnements humains, enfin c'est très très curieux. Alors qu'on est dans une période dans laquelle... on ne fait pas tous le même travail. Oui, mais moi qui anime des webconférences, je ne fais pas de temps, ou je ne peux pas... Non, mais je ne suis pas boulangère, ou je ne transmets pas à des élèves, je ne suis pas professeur. Ce qu'est le travail, ouais. ce qu'est le travail en tant que tel, ce qu'est le travail dans une vie humaine, ce qui est un être humain et tout ça, ça par contre, il y a des traits communs à cet ensemble-là qui eux ne sont jamais, qui eux ne sont finalement pas enseignés, très très peu enseignés. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait beaucoup de progrès dans les techniques ces derniers temps, mais les sciences humaines ont fait des progrès considérables aussi. Et celle-là, ça percole pas dans le monde du travail. On est dans une situation qui est assez marrante. Et il va y avoir des changements de ce fait. D'accord, que vous voyez venir dans les années qui viennent. Je les vois venir et je les pousse. Et que la génération Y nous aide va apporter. Les jeunes aujourd'hui amènent ce changement. En fait, je pense que ça va être conduit de manière beaucoup plus naturelle. C'est-à-dire que les situations du travail devenant de plus en plus complexes, on va être obligé de changer les modes de fonctionnement. Donc le travail va s'adapter. Les gens vont s'adapter aux difficultés qu'ils ont à traiter. Et après coup, on se rendra compte que tiens, c'est pas idiot ce qu'ils ont fait. Et tout le jeu de la période actuelle, c'est de prendre conscience qu'on est en train de s'adapter au plus tôt pour aller plus vite. On serait dans une période de transition. On est dans à mon avis, clairement. D'accord. Une dame qui nous dit, il me semble que pour être en confiance, il est nécessaire de travailler dans un environnement sécurisé qui requiert une analyse des risques partagés et qui permette de s'accorder sur les points de contrôle qui nous permettent d'être en confiance dans nos procédures. Dans ce cas-là, le contrôle me paraît utile. Que pensez-vous de la façon dont on analyse le risque et comment on analyse aussi les erreurs? C'est une méthodologie qu'utilisent certains CHU. Avez-vous déjà travaillé sur ces sujets? Non, mais j'aimerais bien. Et après, ça dépend vraiment du risque et effectivement la manière dont on s'y prend. Mais oui, moi je trouve qu'on passe, de manière générale, on parle de risque, mais on passe pas assez de temps à regarder ce qu'on fait. Donc du coup, on se pénalise sur le fait de pouvoir s'améliorer. Et quand je dis s'améliorer, c'est sans jugement de valeur, c'est faire autrement, s'adapter, bouger un peu. Je
vous remercie. Je vous ai lu tous les commentaires et toutes les questions, mais je remercie encore une fois nos participants et puis vous pouvez continuer avec le déroulé de la présentation. Voilà, et je vous en prie, en effet, vous pouvez continuer. Je continue. Oui, donc là, il y a un petit bloc, c'est le jeu d'acteurs, hein, les intérêts, mauvaise foi, dissimulation. Bon, on les connaît, hein, ils sont peu nombreux, mais ils cassent beaucoup. Les irritants de la confiance, donc, en fait, on tourne autour de l'objet, on le voit sous plusieurs angles. Hein. Donc, écoute, empathie, c'est toujours. Le pointillisme, remarque sur les horaires au moindre écart. C'est ce que j'appelle le contrôle pointillisme, ce truc-là. Donc, une anecdote m'est revenue quand j'étais coopérant à l'ambassade de France au Portugal, où on avait un conseiller culturel qui était un petit peu obtus et qui avait dit à la secrétaire tapez-moi cette lettre. Donc, à l'époque, il y avait les machines à écrire. Et c'est une lettre confidentielle. Et la fille lui avait répondu très bien, monsieur, je la taperai les yeux fermés. Voilà. C'était encore plus d'esprit que d'autres à certains endroits. Impossible, c'est les problèmes de fonctionnement, ça c'est catastrophique. Hein. Je rappelle que des boîtes, par exemple, comme c'est tout ce qu'on appelle les irritants du quotidien, il faut vraiment les supprimer. Des entreprises comme Google, si au bout de 3 jours les irritants perdurent, ils s'y mettent tous pour le résoudre. C'est pas pour rien qu'ils sont devenus les premiers, donc c'est pas du tout des choses qui sont légères. Non-dit, absence de légèreté d'humour, donc ça à voir, est-ce que c'est pas un test pour savoir si on peut faire confiance à son voisin. Devoir d'obéissance des consignes aberrantes, il faut voir ce que ça veut dire qu'on est en train de casser le sens au travail, c'est quand même assez gênant. Manque de sens du travail prescrit, alors là, il faut savoir que le travail prescrit est toujours en décalé par rapport au travail réel, et que on a nous besoin de comprendre les situations, de comprendre le travail réel, mais pour avoir accédé au travail réel, eh bien, il faut que la personne qui travaille ait confiance en vous, c'est que vous n'allez pas vous servir de ce que vous avez vu qui n'est pas ce qui est prescrit pour pouvoir l'engueuler. Voilà. On revient sur vraiment des notions de confiance qui sont extrêmement importantes. Alors là-dessus, Christophe Dejour, que je vous invite à aller regarder, c'est un grand spécialiste du travail en France, on a la chance de l'avoir, il avait résumé ça en disant « Une armée qui obéit est une armée vaincue ». Comment il fait, le manager qui est dans un devoir d'obéissance pour des consignes aberrantes, mais qui parfois ne peut pas faire autrement, parce que c'est encore au-dessus de lui qu'on lui demande cette consigne aberrante, et s'il ne le fait pas, il va perdre sa place en fait. Et si vous me posez une question... Ou il va se faire rétrograder dans la fonction publique territoriale. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on peut rencontrer ça dans le privé aussi. Oui. Quelle solution le manager a-t-il en lui de ne pas, de contrer ce devoir d'obéissance pour des consignes aberrantes, mais tout en quand même se protégeant et... Sur un cas précis, je ne sais pas y répondre, c'est assez clair. Sur un cas de l'ambiance et de la société, moi j'aurais tendance à y répondre en diffusant cette idée qu'il y a des consignes qui peuvent être aberrantes et que la posture adaptée est de pouvoir dire non. Donc, ce que je veux dire, c'est essayer... Vous connaissez beaucoup de gens au travail qui vont dire non. Ah ben non, mais encore une fois, moi, individuellement, je ne sais pas répondre à ça. Ça dépend tellement des personnes. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça passe. C'est la seule personne évidemment collectivement. Enfin, il y a quelques personnes qui vont dire non, qui vont passer pour les grandes gueules de l'équipe, mais il n'y a pas un enfermé catégorique. Enfin, je ne vois pas ça souvent en tout cas. Mais je suis bien d'accord, c'est un problème. Et ça, c'est des problèmes d'évolution un petit peu culturelle et d'ensemble. Il faut que l'idée de pouvoir désobéir se répande. Mais après, on n'est pas miraculeux. Moi, je mets ma petite pierre en signalant. Et vous mettez la vôtre en disant, bah tiens, moi j'ai un vrai problème. Il y a une dame qui nous dit l'article 64 de la loi du 6 août 2019, alors c'est la dernière loi sur la réforme de la fonction publique territoriale, prévoit une formation obligatoire au management pour tous les primos encadrants. Oui, c'est vrai, c'est bien de le dire. Moi, c'est pas du tout cette formation. Bon, bref. Oui, ils ont une formation obligatoire, mais est-ce que cette formation est toujours adaptée? C'est ça que. Voilà. Eh ben, si on ne sait pas ce qu'on a mis dedans, on ne sait pas. Et ensuite, un monsieur qui nous dit un fonctionnaire, il a aussi le droit de désobéissance si l'ordre naît ou l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. C'est bien de le rappeler. Et on parlait de désobéissance collective en fait.
Je vous laisse continuer. Il n'y a pas d'autres commentaires pour le moment, mais je n'hésiterai pas à vous en faire part dès qu'il y aura de nouveau des choses. Donc du coup, là, on continue. Donc pas de courage, bruit de couloir, l'engagement pas fait, pas dit. Tout ça, c'est des éléments qu'on a un petit peu vus. Qu'est-ce que j'ai les manques de proximité au terrain, déni face à la réalité des équipes. Donc encore une fois, ça c'est vraiment des choses qui sont importantes parce qu'on se dit tiens, ils ne connaissent pas les situations sur lesquelles on est en train de travailler. C'est quand même, ça génère de la crainte et de la peur. Ensuite, pas de soutien. Bon, ça rassure pas les troupes, évidemment. Voilà. Et puis ce qui apparaît là maintenant, c'est les managements par la crainte. Le management par la peur, moi je l'avais entendu dans le privé, mais là je ne l'ai pas. C'est la première fois que je le vois arriver dans le public aussi. Management par la terreur, ouais. Manager très autocratique. Oui, par la peur. C'est brutal. C'est violent. Alors quand on voit la petite remarque que je fais sur le stress au démarrage, c'est qu'en fait ça rigidifie complètement tout. Et ce qu'il faut voir, c'est que même techniquement, un management pas coup de fouet, ça ne marche pas dans les situations complexes. Ça, on va rater les occasions, c'est le mur assuré. Voilà. Alors, l'autre élément moi, qui m'a beaucoup surpris, c'est qu'on lie la confiance à l'organisation. Alors maintenant, les ordres, le travail en silo, bon sang, est interpellé comme étant un des irritants de la confiance. C'est quand même très, très, très étonnant. Le manque de réactivité. Évidemment, si on ne réagit pas, c'est que ce n'est pas important, c'est pas valorisant, pardon. L'exemplarité, alors l'exemplarité, c'est quelque chose c'est un mécanisme qui est assez puissant, on l'oublie. Moi, j'ai des gens qui ont installé des modes de fonctionnement uniquement en les faisant, sans dire qu'il fallait le faire. C'est tout bête, hein, c'est réunion d'un quart d'heure le matin pour préparer la journée. Voilà. Délégation sans information, on a un problème, on transfère le problème, on ne dit pas comment est-ce qu'on va le faire, ça c'est encore plus simple. Et puis derrière, on a ce qui remporte toujours les palmes des irritants, le mensonge, non-respect de la parole, trahison. On les retrouve. Voilà quelques-uns des irritants qui sont faits avec ce lien, avec quand même la faiblesse du management, enfin, pardon, le lien avec l'impact du modèle hiérarchique sur le fonctionnement de confiance, qui est quand même un apport surprenant de la part de gens qui répondaient à une enquête uniquement sur la confiance. Elle est très intéressante, votre enquête. Hein. Il y a une dame qui me dit « Je pense que tout ceci peut se résumer par le manque de courage. » Je ne porterai pas de jugement. J'ai connu dans ma vie, juste peut-être, moi j'ai envie de lui répondre à cette dame, je trouve ça intéressant ce qu'elle dit, parce que moi j'ai connu dans ma vie des managers qui étaient beaucoup dans un consensus, et donc du coup, j'ai connu des managers qui ont mis des choses en place qui étaient positives par rapport à ce que vous venez de dire. Par exemple, sur le fait de ne pas dire, mais montrer une certaine voie par un comportement, et donc du coup ça s'imposait à une équipe. D'être beaucoup dans la gratification et la félicitation, mais en revanche d'avoir une espèce de mollesse dans leur positionnement et dans la défense de leurs équipes. Et en fait, moi je voyais qu'il y avait un manque de courage à certains endroits, et par ailleurs à d'autres ils en avaient. J'ai l'impression que le courage, juste pour répondre à cette dame, peut-être que le courage c'est un peu comme une espèce de pâte à modeler, quoi. Les gens, c'est difficile pour eux, peut-être c'est un peu dur pour les managers, d'avoir du courage à 100% tout le temps, partout. C'est ce qu'il faudrait qu'il ait, mais... Alors, mais je vais aller plus loin, c'est qu'on est, on est ce qu'on est, quoi. On est avec nos formes et on essaye de nous faire rentrer dans les cadres du travail. Et la réalité, c'est qu'on ne colle pas tout à fait bien dans les cadres du travail qu'on nous a donnés. Donc c'est bien là où vont commencer à se constituer des vraies notions d'équipe, c'est quand on va pouvoir se répartir entre nous un peu les... On peut tous partir du constat qu'on n'est pas adapté, quoi. Moi je m'embêterai pas. Je m'embêterai pas. Ça ira plus vite dans ce sens-là, quoi. Oui, on n'est pas adapté. Oui, d'accord. Ouais. Par contre, toutes ces qualités super. Alors ce qu'il faut voir, ce qui est quand même, moi je trouve super positif, quoi, et intéressant maintenant, c'est que comme les situations se complexifient, c'est structurellement qu'on va devoir être amené à tirer parti de ces différences. Donc le jeu devient de gagner cette idée que
que je viens de dire, c'est qu'on va devoir tirer parti de ceux, et c'est ça qui va permettre d'arriver. Donc, pose le problème dans l'autre sens, là, ça fait moins peur à tout le monde, on peut se regarder un petit peu différemment. La dame qui rebondit sur ce que je viens de dire et qui dit pour moi, le propre problème d'un manager, c'est le courage, c'est de dire ce qui ne va pas, c'est aussi de dire ce qui va, de reconnaître ses erreurs et surtout de travailler en équipe pour un projet commun. Pour moi, un manager doit, entre guillemets, porter son équipe. Ah bah oui, moi ça me va très bien. C'est l'anecdote qu'on m'avait rapportée du président de l'ancien président de Yamaha, à qui on avait posé la question de savoir la décision la plus importante qu'il avait prise. C'était en japonais tout ça. Et le gars avait répondu, après réflexion, aucune. Voilà. Et ensuite, un monsieur qui nous dit un problème que l'on peut aussi rencontrer, c'est le manque de soutien de la part de l'autorité territoriale, l'élu qui connaît le management par l'intérieur mais qui ne fait rien. Et donc, je rejoins aussi le manque de courage. Ah, ça c'est clair. Alors, ça c'est clair. Moi, j'en ai plusieurs des cas comme ça, effectivement. Après, les élus ont toujours des rôles un peu particuliers par rapport à l'administration, mais c'est clair qu'il y a des. Je crois qu'il y a des chartes, il y a des règles qu'il faut quand même écrire. Il y a des choses qui ne se font pas. Oui, alors, ça m'évoque une conférence complémentaire que nous pourrons peut-être retrouver en VOD, mais on avait fait l'année dernière une conférence sur le harcèlement sexuel et moral au travail. Et je me rappelle de l'avocate qui était venue présenter la conférence et qui nous disait que le harcèlement, il pourrait y en avoir moins et il pourrait s'arrêter si le manager au-dessus décidait de prendre en considération le problème à la source en fait. Et la plupart du temps, on répond « Ah oui, non, mais il est comme ça. Ah oui, non, mais cet homme-là, tu sais, c'est difficile avec lui, il est comme ça. On ne peut rien en changer. C'est sa culture de, je sais pas, c'est sa culture de ses origines italiennes ou sa culture de Corse. » Voilà. Donc, comme ça, au passage, en plus, on fait un peu de racisme. Voilà. Et en fait, elle disait dans cette conférence, si un manager avait le courage de mettre un stop à une communication qui est violente, et donc il y aurait des problématiques de harcèlement qui pourraient s'arrêter avant même de naître. Oui, mais je crois que ces gens, il faut les aider. Donc, bon, après, ça reviendrait sur d'autres sujets que je traite, là, qui sont un peu le traitement de la complexité, mais il y a, je crois pas mal à l'établissement de méta-règles qui font un petit peu le cadrage général et qui, par exemple, peuvent interdire, enfin, dire clairement qu'on interdit ce genre de choses. Je suis d'accord. Et tout simplement pour, vous voyez, ça va pas, c'est pas une solution miracle, mais on éclaire avec une certaine couleur qui fait que quelque part, voilà, si quelqu'un il peut aller là. Voilà. Après, ça c'est à l'autorité de respecter son engagement, c'est congruent quelque part pour agir. Ça peut éviter à certains salariés qui vivent des situations un peu violentes de se sentir en danger. Ah ben c'est clair, il n'y a rien de pire que d'être, de se sentir en danger et puis de ne pas pouvoir agir. C'est une des remarques qui était faite précédemment. Merci beaucoup. On va continuer, on va poursuivre, mais en tout cas, il y avait des belles interactions. J'espère que ça va continuer comme ça jusqu'à la fin. Il est 11h15, on a encore pas mal de temps. Avec ce qui reste, au niveau de ce dernier temps. Je vais peut-être essayer d'accélérer un petit peu parce qu'il y a quand même quelques éléments. Alors maintenant, les situations de la confiance. Donc là, quand on pose ces questions-là, c'est toujours un petit peu mélangé les réponses qu'il y a malheureusement. Donc il y a quelques situations, c'est les situations pénales, quoi, marché public, enfin, qui peuvent être embêtantes, les risques humains, moyens financiers, les équilibrer, faire confiance à un collègue. Là, on ne sait pas comment on traite ça si on ne se fait pas confiance entre nous, en fait. Alors, on n'a pas tellement le choix. On a les projets transversaux et ou innovants. Alors là-dessus, nous, on a travaillé pour la société du Grand Paris, en fait, du Grand Paris Express. Et la confiance, en fait, on a été amené à monter un séminaire entre les principaux prestataires. Et donc, on leur a posé la question de savoir ce qu'ils souhaitaient voir abordé, ce qu'ils en attendaient. Et la réponse a été qu'on se fasse confiance entre nous. Et alors, pour essayer de vous illustrer ça, c'est un des prestataires qui me disait, qui disait, tu vois, moi, ce que j'en attends, c'est de pouvoir dire que je peux plus recruter, ou j'ai du mal à recruter, hein, comme ça, j'ai du mal à recruter et sans me faire engueuler, ni par mon chef, ni par le client. Et là, on voit bien ce que ça veut dire, c'est que si lui n'y arrive pas,
c'est pas lui qui a un problème, c'est tout le projet qui a un problème. Donc, de fait, on se retrouve le déficit de... non, parce que, en fait, comme vous êtes beaucoup tourné vers moi, vous êtes quasiment 50 comme ça. Ah bon, c'est pour ça. Parce qu'on est des êtres humains, on se parle, on ne parle pas des machines. Donc du coup, ce que je veux dire, c'est qu'on voit bien que dans ce décalage-là, il faut pouvoir se le dire, parce que sans ça, on ne va pas résoudre les sujets qu'il y a. Alors, c'est ça qui est intéressant dans des projets comme ça, c'est qu'en fait, ça devient un besoin, et c'est une opportunité et un besoin en même temps, en fait. Et ce qui est intéressant à constater, c'est que les gens, les êtres humains qui travaillent sur ce projet-là, pour grande partie, le comprennent intuitivement. Et du coup, se génèrent dans les équipes des vraies qualités d'interrelation. Et c'est très, très, très spectaculaire à voir, à le voir se dérouler. Ce qu'il faut voir, donc, c'est un petit peu, quand on parle de ces éléments de confiance entre les gens, c'est qu'individuellement, on a tous la possibilité d'y contribuer. Donc, ce n'est pas que des questions d'attendre chez les chefs ce qui se passe. Hein. Nous, on peut mettre notre petite pierre par les attitudes du quotidien. Donc, c'est l'accueil des problèmes, c'est la convivialité, c'est faire briller les idées des autres, c'est apprécier les singularités, c'est le soutien, c'est les aides à la résolution. C'est ce que moi j'aime bien dire, ça agace les gens. Je vais me promener dans les couloirs, mais en tout cas, je vais aider les gens, quoi. Tout bêtement, c'est les échanges et les pratiques sur les métiers. Donc, des choses qui sont simples, c'est des éléments sur la reconnaissance des efforts et des choses faites. Hein, ce que vous disiez tout à l'heure, Marie-Hélène, on a une belle tendance à critiquer, mais on a assez peu de tendance à s'émerveiller de ce que l'on a fait. C'est un participant qui nous disait ça. Oui, c'est un participant, mais il a parfaitement raison, quoi. Alors, il ne faut pas non plus tomber dans c'est super, mais quand même, quoi, je veux dire, de temps en temps, mais on le voit bien humainement, il y a des gens, ils ont fait des coups pour eux, c'est vachement bien ce qu'ils ont réussi à faire. Il faut quand même que ça se voit, quoi. Au moins que l'autre dise, j'ai vu que pour toi c'était un vrai effort, tu l'as réussi. C'est quand même, ça fait quand même plaisir, ça donne envie d'aller plus loin. Alors après les autres blocs, la confiance, c'est pas un dû, donc c'est une matière qu'il y a à construire. On parle d'une démarche sur la durée, je veux dire. Le respect, c'est pas un dû non plus. C'est pas un dû, rien n'est un dû en fait. Ces choses-là, c'est ce travail dans le groupe, ce travail ensemble, c'est une continuité dans la réalité. Et c'est bien que ça soit jamais fini, parce qu'à partir du moment où c'est fini, il n'y a plus d'intérêt. Quelque part, le collectif existe parce qu'il est incomplet, parce qu'il est imparfait, parce qu'il y a encore des choses à y travailler. Alors ça, quand même, la confiance qui n'est pas en dû, le respect qui n'est pas en dû, je sais pas, il y a sans doute d'autres choses. Souvent, dans l'entreprise, et peut-être aussi dans la fonction publique territoriale, il y a ce côté, une position hiérarchique vous accorderait ce dû. Parce que vous êtes un élu, ou parce que vous êtes un DG, ou parce que vous êtes un DGS, ou parce que vous êtes un chef de service, c'est inné, on doit vous faire confiance, et on vous doit le respect. Et la position, et voire même, moi j'ai connu des DGS qui le demandent, des directeurs de service qui disent, parce que j'ai cette fonction-là, tu me dois le respect et tu me dois la confiance. Oui, bah moi je vois bien, oui, c'est inutile de dire que c'est quand même relativement aberrant. Voilà, moi j'aurais tendance du coup à commencer toutes mes phrases quand je lui adresse la parole par maître, cher maître, voilà. Donc là, vous avez créé de l'insolence, mais ça, moi je on s'en sort plus. Je peux me le permettre. Bon. Oui. Mais bon, c'est clair, non, mais c'est insupportable. Globalement, c'est insupportable. Mais je pense que quand même les générations qui arrivent, tout ça va quand même pas mal. Quand même culturellement dans des formats qui bougent. Après, pas de manière générale, ça c'est clair, mais encore une fois, ces choses-là, c'est un petit peu comme les autres sujets un peu soft. Il faut que ce soit c'est l'air du temps qui nous aide et la formulation de discours autour de l'air du temps qui vont permettre aux gens qu'ils s'appuient dessus d'une certaine façon. C'est un peu pour ça aussi qu'on fait moi j'ai trouvé bien, puis je vous remercie Marie-Hélène d'avoir donné l'occasion de parler de cette enquête. C'est ça que ça permet de dire. Je veux dire, ce document a le droit de se promener quelque part. C'est un peu c'est un petit caillou, un petit point d'amarre, quoi. Il est modeste, il est quand même là. C'est moi qui te remercie. C'est vraiment. Il y a une dame qui nous dit la politique du chiffre menée depuis quelques années a primé sur la politique humaine, avec pour conséquence une baisse des motivations, la baisse de la performance, augmentation des arrêts maladie et de l'absentéisme. Si tout est pris en compte dans ce que vous présentez dans votre enquête, est-ce que la politique du chiffre, du coup, elle est vraiment rentable?
Ah non, elle n'est pas du tout, elle est à mon avis pas rentable. Non, non, elle a complètement touché ses limites, sans compter qu'elle a deux autres petits problèmes. C'est que le politique du chiffre, ça ne mesure que ce qui est mesurable. C'est un peu con, mais c'est comme ça. Et puis l'autre élément, c'est que ça a tendance à augmenter la séparation des problèmes, en fait. Et c'est aussi la politique du chiffre qui fait qu'il y a moins de préventeurs dans les collectivités territoriales et que l'hygiène et la sécurité devient une espèce de cinquième roue du carrosse, que la QVT, les démarches QVT, c'est ce qu'on va mettre en place, mais on ne va pas mettre en place de démarches d'hygiène et de sécurité. Moi, j'ai l'impression aussi que cette politique de chiffres, elle n'est pas rentable, mais elle continue pour autant, elle sévit et elle fait des ravages. Et sur le réseau hygiène et sécurité, à mon avis, tous ceux qui nous regardent vont être d'accord avec ce que je viens de dire. Eh bien, alors, si tout le monde est d'accord, il faut non, faire... mais vraiment, parce que c'est... Et puis, c'est une communauté que moi, je vois bien dans les collectivités où la fonction et le rôle de préventeur... ça me nuise, voire elle disparaît. Il y a des postes de préventeurs qui ne sont pas renouvelés. Si tout ça, et ce sont des éléments qui sont dans la communauté parfaitement partagés, eh bien, il faut les mettre en lumière. Il faut faire une petite étude, il faut une petite enquête et puis mettre une... Si c'est la parole, enfin, je veux dire, on applique là ce qui est raconté dans l'enquête, quoi. Si la réalité, elle est là, il faut la faire ressortir, tout simplement. C'est une vraie bataille, hein, faire sauter ces approches strictement quantitatives, parce que, encore une fois, là, je reviens sur le truc, c'est qu'on mesure ce qui est mesurable, et pour arriver à mesurer quelque chose, on a séparé les problèmes, on a saucissonné les problèmes pour s'illusionner qu'on allait pouvoir les résoudre. Et les problèmes qu'on a à traiter sont systémiques, ils sont complexes. Donc on rate notre coup, en fait, hein, fondamentalement. Ce sont des erreurs très lourdes, en fait. Hein. Pas du tout évidentes à appliquer. Et qui font des ravages et qui vont continuer à en faire, parce qu'on arrive dans une situation dans laquelle il va falloir traiter ces sujets. Et une dame qui dit oui, complètement, on parle de QVT, mais on ne fait qu'en parler. Au niveau des actions concrètes, c'est trop compliqué parfois. Elle a raison. Je vous laisse poursuivre. Donc du coup, donc là, le petit pavé bleu, donc on est dans la notion, c'est une démarche. Ensuite, le pavé jaune, on se rend compte que les gens demandent un appui à renforcer, qui passe par le renforcement de la personne, hein, les compétences, le potentiel humain prime sur la fiche de poste, enfin parler vrai, on revient sur un regroupement sur les gens. Et puis le troisième, c'est des enjeux professionnels clairement affichés. Bon, sachant que les grands enjeux ne sont pas clairs, en gros, je trouve que c'est relativement confus, et que la manière de s'en sortir, c'est qu'entre nous, sur des groupes petits, plus petits en tout cas, plus à proximité du terrain, enfin, qui se connaissent, et ainsi de suite. Là, par contre, on peut avoir une clarification des enjeux et des jeux d'intérêt. Voilà, donc après, on tombe sur les quelques situations les moyens, les actions, hein, que moi j'avais résumé en disant finalement ce qui est important, c'est d'établir ensemble une compréhension du réel et le suivi de son évolution. C'est vraiment la base. Donc, il y en a un qui l'a écrit vraiment pratiquement tel quel, donc, dans l'envers. Après, dans les petites actions, donc là c'est des listes d'idées qui peuvent se diffuser parce qu'elles ne sont pas très compliquées à mettre en place. Transformer les réunions de direction en réunions de partage, transformer les réunions de cadre en réunions de coopération. C'est vrai que les réunions, des fois, entre confrères, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ces réunions? C'est des messes qui tournent. Bref, je passe, pas de critique, comme qui dirait. La co-construction d'une démarche d'organisation d'amélioration. Donc ça, c'est aussi bien de pouvoir impliquer les gens dans l'organisation de leur travail. Diagnostic territorial partagé, ce qui rejoint les mêmes idées. Feuille de route co-construite, ça c'est les mêmes idées aussi. Et puis des temps, en fait, des temps un petit peu à côté pour sortir de la stricte considération de la fonction du rôle professionnel. Alors ça, je le mets toujours, moi j'y vais toujours un peu délicatement là-dessus parce que c'est un petit peu au beau vouloir des gens, quoi. Des fois, il y en a qui ont envie, d'autres qui n'ont pas envie. Enfin, ça doit pas être une règle imposée qui brutalise, quoi. Moi, je comprends très bien que certains ils disent, bah, écoute, moi je travaille, je prends mon salaire et puis je ne veux pas me mélanger. À chacun ses libertés. On a des échecs, évidemment. Projet transversal, le télétravail, oui, ça va un peu devancer, mais il est c'est une vraie question dans la fonction publique. Ah ben c'est une vraie question. Alors, vous connaissez probablement les anecdotes. Je crois que c'est le ministère de la Sécurité sociale belge. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais il a réussi son coup
de faire évoluer complètement ce fonctionnement par le télétravail. C'est une vraie clé. Oui, c'est une vraie clé. Et puis, par ailleurs, non seulement dans la pandémie, mais la dernière fois, à cause des grèves, il nous parlait à la télévision des moyens mis en place pour continuer le travail malgré les grèves de transport. Et on s'est rendu compte en fait que c'est moins de 30% des entreprises françaises, tout confondu, tout secteur confondu, privé ou public, qui pratiquent le télétravail, contre 85% dans les pays tels que la Suède, la Finlande, la Norvège, les pays de social-démocratie qui ont mis ça en place depuis très longtemps. On cite tout le temps comme modèle, mais je sais pas pourquoi on les copie pas. Alors eux, c'est notre point Goldwyn du bien-être au travail, mais par contre, on va pas en Suède pour faire la même chose qu'eux, donc je sais pas, je comprends pas. C'est un truc que je pige pas bien, mais par contre, j'étais pas étonnée. C'est des sociétés très ouvertes où, en effet, le télétravail est instauré depuis au-delà des années 70 et plus de 85% des entreprises le pratiquent. En France, on galère toujours, on ne met pas en place. Tout ça, c'est des apprentissages. Alors, c'est vrai que la Suède, comme ils ont les routes gelées la moitié de l'année, c'est peut-être plus. Ça tombe peut-être plus facilement sous le sens, quoi, quelque part. C'est comme pourquoi ils partent à 5 heures le soir. Et que c'est très bien vu qu'ils passent la nuit, sinon ils non, mais c'est drôle. Enfin, donc, on a du boulot sur le télétravail en termes de culture de notre société. Je crois que ce sont des éléments qui sont effectivement culturels. Il faut arriver à se poser le problème au bon niveau, le poser comme des problèmes culturels, le regarder comme des problèmes culturels et se regarder comment est-ce qu'on peut bien arriver à le bouger. Moi, j'étais très surpris d'entendre Piketty l'autre jour, qui racontait, il parlait des pays des économistes, qui disait que finalement sur les pays du Nord étaient au début du 19e plus inégalitaires que tout. Et ils ont réussi à inverser le truc pour en devenir quelque chose de très très inégalitaire. De très égalitaire. D'un modèle mondial. Quoi. Voilà. Alors, et du coup, dedans, il faut voir que par exemple, ils ont eux des notions je ne sais plus lesquels c'est pas des revenus universels, moi ça n'est pas loin, alors le pays est plus petit, mais c'est assez important parce que c'est vraiment des notions d'équité qui sont derrière chez les gens, et ça on le verra un peu par la suite, c'est fondamental qu'on ait une question d'équité, qu'on ait des questions de société solidaire. De société solidaire, voilà. Ça reformule un peu par la suite. Donc, juste avant de continuer, je voudrais pas. Enfin, il y a une dame qui nous dit qu'on parle de plus en plus de qualité de vie globale. Alors, qualité de vie globale, c'est la qualité de vie au travail et la qualité de vie personnelle. Pensez-vous que l'employeur doit travailler sur la qualité de vie et sur la qualité de vie personnelle de ses employés? Si oui, parfois commencer jusqu'à quel point? Alors, il y a un lien. Doivent-ils y travailler? Ils y travaillent, mais si on prend certaines entreprises américaines, ils y travaillent à contrepartie, d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'ils ne le font pas pour rien, quoi, mais ne devraient pas non plus complètement tomber dedans. Et oui, il y a un lien de toute façon mécanique, et les études internationales le montrent, entre le niveau de confiance et le niveau de satisfaction de sa vie. C'est quand même assez évident. Enfin, je veux dire, si on est content de bien travailler, mais qu'est-ce qu'on va être content quand on va revenir chez soi? Ouais, on adore son travail, donc ça le nourrit. Ça nourrit. Je crois qu'il y a des moments où il faut être simple, relativement simple. Alors, ok. On continue. Vous pensez que vous allez être dans les temps? Il n'y a pas de souci pour vous? Je pense que faut aller assez. Je vous interromps plus. Si, on peut le faire, mais je voudrais me garder quand même 5-10 minutes pour quand même parler de ce qu'on propose. Non, mais allez-y, en même temps, par respect pour nos participants qui nous regardent, je voudrais aussi que vous puissiez finir votre présentation dans les temps. Donc ça, on l'a fait. Donc voilà, établir ensemble une compréhension du réel issu de son évolution. Moi, ça me semble vraiment important. Et puis apparaît derrière, en fait, un sujet que moi je travaille, qui est vraiment le sujet de la complexité, qui est un sous-jacent en fait de toutes ces approches. Alors, on a fait un petit élément de mesure qui vaut ce qui vaut, c'est de dire à combien estimeriez-vous le niveau de confiance actuel au sein de votre institution. Et ils disent à moitié. Pas mal quand même. Mais ça veut dire qu'il y a le potentiel de gain de l'autre moitié. Et on a vu que ça pesait 80%. Voilà. Donc on a en enjeu, on travaille sur la confiance, un enjeu de 40% de quelque chose. C'est pas rien. On a déjà gagné peut-être? Oui,
mais on ne sait pas. Quand je dis de quelque chose, c'est que c'est pas de la productivité, c'est rien du mesurable. Donc là, pour effectivement les fans de la politique du chiffre, on va être quand même très embêtés parce que vous avez les fans de la politique du chiffre, on veut dire que l'instant ça compte pas, la communication, la QVT, c'est pas à prendre en compte. Tout ce qui n'est pas mesurable, selon une personne qui est dans une très grande performance de politique du chiffre, ce n'est pas tangible, donc ce n'est pas important. Je suis complètement d'accord. Alors, ce qui se passe en ce moment, c'est que ce qu'il faut arriver à faire, c'est quitter la notion du mesurable pour revenir sur ce qui est estimable, ce qu'on peut estimer. Et maintenant, l'avantage que l'on a quand même, parce que ça fait, moi je pense que tout c'est, le mouvement qui a été lancé au travers de l'innovation là, il y a 5-6 ans, finalement, a donné ses fruits. Ça a bougé un petit peu quand même ça a bougé un petit peu les structures. Et du coup, il y a eu déjà pas mal d'initiatives qui ont été faites. Et il y a des endroits, dans le territorial en particulier, dans lesquels il y a des politiques de confiance qui ont été mises en place et qui ont des résultats. Donc on trouve les résultats, par exemple, sur les taux d'absentéisme. Oui, vraiment. Et tout d'un coup, le taux c'est complètement effondré. Voilà. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai mis un truc. En avant. Alors, quelles actions pour la confiance? Donc, vous avez vu, on a balayé en fait le même objet sous plusieurs angles différents. Donc là, maintenant, on arrive sur les volets qui sont plus actions dites par les participants. Hein, je reviens. Hein. Donc, sensibiliser et comprendre, en bas à gauche. Donc, la pédagogie, des exemples de réussite, des enquêtes, montrer les dégâts de la défiance. Donc, c'est un petit peu l'exercice sur lequel on vient de se livrer. Et le support donc, est un peu à disposition pour pouvoir pousser cette idée-là. On a des notions de formation coaching. Donc, il y a des cas qui, de toute façon, mettent le bazar. Peu de cas mettent beaucoup de bazar. C'est le cas de dire. Bon, voilà. Moi, je pense que là-dessus, les méta-règles ou des chartes, ce que ça permet, c'est pas de résoudre, mais de mettre en lumière ce qui n'est pas acceptable, en fait, d'une certaine façon. Et c'est quand même relativement important. C'est pas évident à traiter, mais ça se traite parce que vous l'avez dit un peu en sous-jacent, c'est si on a des comportements contre-productifs, très souvent il y a une raison aussi. Les gens ne sont pas fondamentalement méchants, mais il y a peut-être aussi des notions comment ça s'appelle, de crainte non maîtrisée. Enfin, tout ça peut quand même pas mal se traiter. On a une notion après de décision objective dans le rôle des décideurs. Afficher des objectifs clairs, le respect des règles de l'art, sachant qu'on va toujours, à mon avis, être obligé en fait, on a plus vite fait d'apprendre à bouger, à s'adapter par rapport à ce qui se passe. Donc, il y en a un qui a été assez loin, qui a des leaders qui permettent qu'on se passe d'eux. Donc ça c'est bien. Un bloc sur les postures dont on a déjà vu pas mal de choses. Hein. Donc c'est la connaissance de l'autre, c'est la diversité, les échanges, le collaboratif, partager les informations, les partenariats, oser, la diversité des métiers, reconnaître, le maintien de relations interpersonnelles. Donc tout ça, c'est vraiment les postures, c'est l'autre, l'ouverture et la curiosité. Donc ça, c'est quand même un truc qui est un réflexe qu'on peut essayer de se faire. Puis on a le droit, quand on est curieux, de temps en temps, un matin, d'arriver en disant qu'on n'est pas d'accord, puis qu'on n'a pas envie de parler aujourd'hui. Voilà. C'est pas autrement. Et ça se passe très bien pour autant. Ensuite, on a un autre élément qui sont les éléments de... Alors ça, c'est quand même mon grand plaisir, la grande surprise, qu'on relie à l'organisation du travail. Donc, on est sur la simplification des choses, extrêmement important, parce que la tendance qu'ont les organisations par rapport aux situations complexes qu'elles ont, c'est de les compliquer, en fait. C'est qu'on rajoute des règles sur règles, complication sur complication, ça devient très... On embrouille tout le monde, on ne voit plus le réel après ça. Passer l'émission avant de passer l'organigramme, donc ça c'est pareil, c'est une évolution, se centrer sur les besoins, dialogue de gestion, une manière de parler entre nous, diminuer les contrôles. Alors pour le coup, le contrôle au sens de contrôle tatillon et le contrôle au sens français du terme, et décider en autonomie. Et après, on bascule sur les actions qu'on peut faire. Donc, on a charte de l'encadrement, donc ça rejoint un petit peu la proposition qu'on va faire.
une notion de petit comité entre pairs. Donc là, on arrive sur des notions où on va se restreindre la taille finalement du groupe de travail. Laboratoire d'innovation managériale, c'est ouvrir sur toutes les notions d'expérimentation qu'on peut avoir, les projets nouveaux. Donc ça, c'est très pratique parce que on part d'une table rase, donc, enfin nouveau entre guillemets, enfin, une table rase entre guillemets, pardon. Mais c'est l'occasion dans ce projet nouveau de pouvoir commencer à constituer quelque chose qui se fait, quoi, je veux dire, d'expérimenter quelque chose de neuf, travailler sur les valeurs, projet collectif, décliner les actions et les suivre. Alors ça, c'est une petite remarque, c'est que moi je vois, on a assez souvent des bonnes intentions, l'action elle part, on fait quelque chose. J'ai eu vent d'actions vraiment étonnantes sur le ministère des Affaires étrangères, et à un moment donné, on ne les suit pas. Et du coup, on retombe dans un quotidien dans lequel on se fait manger, petit à petit. Échanger les postes, ça c'est simple, des temps conviviaux, et puis l'accueil des nouveaux arrivants. Alors, l'accueil des nouveaux arrivants, ça a l'air de rien. J'ai toujours vu d'un peu loin, je me suis rendu compte de l'importance de ça, par exemple, dans des projets extrêmement complexes comme ceux du Grand Paris Express, où c'est tout à fait, les situations sont très nouvelles, les comportements sont un petit peu différents, et ça vaut vraiment le coup d'investir pour transmettre aux nouveaux arrivants une description de la réalité et des spécificités du sujet sur lequel il arrive. Voilà, donc du coup, pour la conclusion de ça, on est en train de dire que l'on a finalement un dialogue avec le réel qui est à faire, et la confiance qui est un sujet complexe, posture de la curiosité. Synthèse de toute l'enquête, un point important, le fonctionnement, et il y a des marges de progrès importantes. Il faut sensibiliser les acteurs à le sujet et le comprendre. C'est un apprentissage individuel, mais surtout collectif. Ça impacte directement sur le fonctionnement des équipes et le travail. Il y a des actions qui sont simples et concrètes à faire et possibles. Il faut juste expérimenter. Expérimenter, l'expérimentation, c'est pratique parce que on n'est pas obligé de. C'est pas une décision qu'on expérimente et puis on voit ce qu'on en fait derrière. Donc normalement, comme c'est limité dans l'espace et le temps, ça devrait pouvoir rassurer à peu près tout le monde. Les postures et les rôles des chefs influencent notablement. Et bien évidemment, il y a une recherche du sens du sens du travail. Je fais un petit détour là sur les enquêtes internationales dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc celle-là, c'est une exploitation du World Value Survey, donc ça concerne énormément de pays. C'est Yann Algan qui en a fait une exploitation. Donc c'est un économiste de Sciences Po. Vous pouvez trouver ses vidéos là sur YouTube. Il le fait dans le cadre des Ernest. C'est une séquence de conférence de 15 minutes faite à Normale Supérieure. Bon, la conférence est assez intéressante. Donc, je vous ai livré quelques-unes des études. À la question « Est-il possible de faire confiance aux autres ?» Vous voyez, la France, elle est en bas, et on répond bof ou non à pratiquement 80%. C'est quand même assez violent, et heureusement qu'on a le Portugal et la Turquie qui sont en dessous. Alors nous, on s'était servi de cet exemple-là parce qu'on l'a fait intervenir dans le cadre du séminaire dont je parlais au Grand Paris Express, pour dire finalement aux équipes, nous baignons dans un contexte de défiance en France, nous avons réussi à faire, vous avez réussi à faire telle et telle chose jusqu'à maintenant, qu'est-ce que ça serait si on avait un contexte de confiance qui était renforcé? Alors, quelques autres petits éléments dont je les ai mis là, on en a un petit peu parlé précédemment. Complexité qui n'arrête pas d'augmenter au sens de nombre de liens. Donc ça a une implication, c'est le devoir délégué, donc c'est un besoin de formation et de connaissance et de délégation effective aux personnes. Donc c'est mécanique, on va devoir être amené à déléguer à des groupes les plus près du terrain. C'est le sens de l'histoire est quelque part par là. On a un lien entre la défiance et l'augmentation de la régulation et des normes. Les deux vont de pair. Plus on est dans une société de défiance, plus on met des règles. Donc, regardez ce qu'on fait en France. On ne peut pas sortir quelque chose sans dire quelles sont les sanctions si les gens trichent par rapport à. C'est qu'on propose quelque chose, mais en même temps, on ne se pose la question que de la triche par rapport à.
Donc ça, c'est quand même assez important. Vous pouvez y penser quand on écrit des règlements, des propositions. Confiance et satisfaction dans la qualité de vie sont corrélées. Donc ça, c'est ce que vous signaliez tout à l'heure. La question de tout à l'heure, donc clairement, la réponse est oui. Les deux vont de pair, et dans le même sens, si je peux dire. Mais la confiance et anxiété sont aussi corrélées, mais dans le sens inversé. Moins on a confiance, plus on a d'anxiété. Donc, il faut bien voir qu'on est dans des sociétés qui sont des sociétés, Alban dit des sociétés à risque, mais c'est vrai que c'est des sociétés qui sont quand même angoissantes, on a peur pour demain, enfin, c'est quand même assez déstabilisant ce qui se passe, et ça augmente finalement. Ensuite, l'autre volet qui me semble tout à fait important, c'est de considérer qu'en tant qu'être humain, nous sommes des coopérateurs conditionnels, c'est-à-dire que oui, nous voulons collaborer, ça c'est fait, mais si tout le monde le fait, et si tout le monde reçoit. Donc on a un lien, et donc ça vous fait là vraiment le lien avec les notions d'équité. Ça a un impact extrêmement important sur les politiques, finalement, sur les politiques publiques, sur les efforts qu'il y a à faire d'une certaine façon, parce que si on a le sentiment d'une inéquité qui se fait, ben on va tout simplement se braquer. Alors comme on rentre maintenant dans les problèmes de développement durable, on le voit, mais on l'a vu avec les Gilets jaunes, hein, ça a éclaté pour une histoire de prime, hein, cette histoire de taxes où les gens ont dit non, mais c'est pas juste, moi on me fait ça, alors que l'autre qui a, lui, il a le droit d'eux, et ainsi de suite. Et paf, c'est parti. Donc ça, c'est extrêmement important. Autre petite remarque à faire que je trouvais intéressant, c'est le développement de comportements coopératifs aux petits âges. Donc je le signale parce que sur le territorial, vous en avez une partie de cette responsabilité faite sur les crèches. Quand on dit les petits âges, pardon, c'est les crèches et les classes élémentaires. Pardon, je vais y arriver. Donc sur ces petits âges en France, on axe tout le développement sur le développement des capacités cognitives. Dans les pays du Nord, on travaille les capacités de coopération. Donc ça répond en partie aux choses. En fait, c'est des comportements qu'on va pouvoir faire. Donc voilà, donc c'est quelques éléments pour vous poser la question en retour, je veux dire, de savoir et de réfléchir d'ici la fin à quels autres impacts qui peuvent être mobilisés au niveau du territorial. Je vous ai mis un autre petit résultat qui m'a vraiment fait rigoler, c'est le lien entre la perception du degré de la collaboration dans les relations du travail, la perception, et le taux de syndicalisation. Et ce qui est intéressant, c'est que plus le taux de syndicalisation est élevé, plus la perception est élevée. Donc plus il y a de confiance, plus il y a de confiance, c'est-à-dire plus on a il y a une colle. En même temps, des grosses collectivités comme des syndicats sont souvent exemplaires en termes de dialogue social, parce qu'elles ont en face d'elles des interlocuteurs, et donc du coup, le dialogue social est carrément changé pour elles. Donc c'est pas étonnant, quoi. C'est pas spécialement étonnant. Le taux de syndicalisation, alors nous en France, on a essayé, mais c'est quand même assez amusant. Donc je me suis dit, juste à la mettre. Les petites collectivités qui n'ont pas de syndicats n'ont pas de réflexion sur le dialogue social. Donc n'ont aucune obligation de se prendre la tête sur la qualité de vie au travail, alors que les grosses qui vont avoir 2 ou 3 ou 4 ou 5 représentants syndicaux sont de fait dans la réglementation obligée de. Elles sont concernées quand il y a un engagement et une concertation, je ne sais pas, qui me paraît du coup rendre plus visible ce tableau. Et puis il n'est pas étonnant. Il n'est pas étonnant, mais il est un petit peu paradoxal par rapport à l'image qu'on en a, surtout nous en France. L'image. Après, un syndicat, c'est aussi un regroupement qui n'est pas que là pour dire non, et qui est là aussi pour faire changer les choses et améliorer. Et le dialogue social est un dialogue essentiel. Il y a plein de managers qui le disent. Ça leur apprend aussi beaucoup. Bien sûr. Je me permets de vous dire quelques questions ou vous préfériez continuer d'abord et faire une petite pause après? Quelle heure est-il? Écoutez, à ce moment-là, ce que je fais, c'est je vais peut-être essayer d'aller au bout. Allez-y, alors allez au bout. On ira les questions après. Je m'excuse auprès d'une dame qui doit partir dans 10 minutes. Je vais essayer d'aller un peu. Elle pourra revoir ses réponses en VOD. Voilà, donc du coup, les enjeux de la confiance, donc ça rappelle, on les a balayés quand même, hein, c'est un prétexte pour travailler les contraintes, les règles métiers, les motivations, les spécifiques des métiers, les disciplines, le réel des situations, les objectifs et le sens. Et c'est un enjeu quand même, parce que c'est un socle pour la coopération, la coélaboration, les risques psychosociaux, c'est quand même pas rien, les différents métiers, l'organisation du travail, les actions en cas de crise.
Ensuite, donc c'est là où je voulais juste passer 2 minutes pour qu'après on passe aux questions sans aucune difficulté. C'est nous ce qu'on propose. Donc l'avantage qu'on a, c'est que nous on est finalement tiers, donc on peut arriver et porter un discours. Là, on a vu que le développement de la confiance allait être finalement une démarche un petit peu continue qui devait aller être relayée par l'ensemble de la structure. Nous, on le voit comme notre rôle comme étant instiller quelque part un début de mouvement. Donc c'est assez simple, hein, c'est prendre le pouls de la confiance, c'est travailler sur un premier niveau de charte de confiance, des choses qui se font, qui ne se font pas, qui rentrent plus ou moins dans le détail, sensibiliser et tendre, et évaluer la progression, et puis après progresser dans la confiance, c'est-à-dire agencer les différentes briques qu'on peut avoir, c'est la remarque qui était faite au début, en fonction des ressources que l'on a, des envies qu'on a, des appétences. Il ne faut pas perdre de vue que les gens, ce qui est important, c'est important quand quelqu'un a envie de faire quelque chose. C'est bête dit comme ça, mais si moi j'ai envie de le faire, je vais le faire. Je vais le faire mieux que si on me dit de le faire. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est trop marcher comme ça. On n'aime pas comme on dit les choses, c'est quand même bizarre. Et donc voilà, donc ça c'est le cadre de la démarche. Plus simplement, le fait de refaire cette conférence-là en interne, peut-être un déclencheur qui éventuellement peut être suffisant, ça peut cristalliser. En tout cas, moi je suis à disposition pour le faire. Et le point auquel je voulais arriver, c'est la manière dont on progresse, quoi, quelque part, hein. Donc, qui mélange donc, les 3 niveaux, les sujets, ce qu'il y a à comprendre, le savoir-faire et les cibles de personnes, et puis les étapes, on sensibilise, on étend et on tire les bénéfices. Donc, ce qu'on propose, c'est de travailler sur, dans un premier temps, des sujets de forme individuelle et collective, donc des choses qui sont plus simples, travailler les postures, travailler les pratiques individuelles, le faire sur un premier groupe de personnes, donc on se stabilise entre nous de ce qu'on dit, un élément, on étend donc passer à des sujets opérationnels du quotidien ou complexes. Bon, ça va demander un peu de technicité, mais on peut étendre assez simplement sur des éléments de concepts, de mécanismes et d'exemplarité, sur des pratiques collectives, on retravaille du savoir-faire sur les pratiques collectives, et on étend à l'ensemble des collaborateurs, et on tire les bénéfices. Donc, sujet complexe avec des tiers, parce que le but, quand même, quand on est une administration territoriale, c'est bien de pouvoir impliquer les tiers dedans, hein. Je veux dire, je crois que le cap, il est fait, c'est comment est-ce qu'on arrive à insérer les partenaires, les intervenants de la vie sociale dans les problématiques que l'on a, quand on construit son propre territoire, les mécanismes de collaboration et de coopération, qui répondent quand même à des logiques un peu propres, des modalités de travail qui deviennent cela, et on étend aux usagers et aux partenaires. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là-dessus? On a un ciment nécessaire, et derrière ça, on a plusieurs axes qui peuvent être développés. Donc, des ajustements de dispositifs qui sont déjà installés, le fonctionnement des réunions, enfin les objectifs de reporting, évaluation, des éléments où on bouge ce que l'on a généralement au sein de la maison. Une mise en lumière des habilités et des envies des personnes. C'est un angle un petit peu différent sur les gens. On enrichit, ce n'est pas simplement des gens qui travaillent, mais ils ont aussi des envies à côté. Donc ça, on le voit arriver petit à petit. Donc ça vaut le coup de le faire. On a des nouvelles modalités de travail à faire ensemble, comme l'exploratoire, des problèmes de créativité, résolution de problèmes, des mécanismes de concertation. On peut aller jusqu'à des évolutions d'organisation. Donc là, on rejoint des notions qui sont ajuster l'organisation pour traiter des situations de plus en plus complexes. Donc on parle d'organisation cellulaire, de gestion de projets innovants. Et puis on peut avoir du développement de rôles complémentaires, entre autres ce que moi j'appelle les marginaux-séquences, c'est des personnes qui consacrent une partie de leur temps à faire du lien entre les sujets, les personnes et les préoccupations. C'est extrêmement puissant quand c'est bien utilisé, et très très puissant dans les environnements complexes dans lesquels on part d'une situation où tout est fractionné. Vraiment des rôles nouveaux. L'organisation cellulaire, c'est pareil, c'est une conception de l'organisation du travail qui est différente, hein, qui consiste à regrouper, je dirais, découper l'organisation non pas en fonction des métiers, des spécialités, mais en fonction des poches de complexité qu'il y a à traiter. Voilà. Et le dernier volet, c'est effectivement le développement des relations de confiance avec les usagers, les partenaires et les fournisseurs. Enfin, il y a tout un champ, il y a quoi s'occuper pendant toute une vie pratiquement. Voilà. Ça, c'est ça.
Vous avez le temps de finir, hein? Ah ben je me suis dépêché pour laisser 5 minutes pour les dames. Parce qu'il y a 3 questions, donc voilà. Là, c'est les... Voilà, mais ça c'est intéressant. Donc, plus ou moins ton numéro de téléphone qui est affiché, voilà. Et à l'adresse email. Si par exemple une collectivité est intéressée pour pas de problème, faire une étude ou avoir enfin, vous êtes cabinet de conseil, vous nous accompagnez sur l'organisation du travail. Oui. Oui, on peut introduire ces notions-là. Nous, on est très éclectique. On a une très très grande spécialité sur le territorial. D'accord. Et la slide par cœur. Bah, très bien. Je pense que nos agents participants et même ceux qui nous regarderont en replay auront noté. Et la slide suivante pour finir notre présentation. C'est une petite touche culturelle sur. Si on veut compléter cette conférence, quelques livres. Quelques livres qui ouvrent un petit peu ouvrent un petit peu les choses. Ça, c'est comment Maudevin Faber, c'est un anthropologue des techniques en fait qui pousse l'idée que l'intelligence n'est pas intrinsèque, mais c'est quelque chose qui se développe en face du problème. Donc du coup, ça veut dire qu'un problème, ça sert à rien. Enfin, on peut le regarder, il ne faut pas en avoir peur, on va devenir intelligent en le regardant d'une certaine façon. Michel Crozier, la crise de l'intelligence, c'est comment les élites, de par le jeu de sélection et de formation, se retrouvent incapables ou ont beaucoup de difficultés à collaborer. C'est un très bon éclairage sur nos patrons, si je puis dire. Le moyen, c'est notre cerveau, hein, il est quand même assez étonnant. L'histoire, donc c'est un retravail des notions de progrès parce qu'il y a tout un courant de relecture de l'histoire maintenant. Enfin, on regarde l'évolution des sociétés et le progrès sous un angle un petit peu différent, en fait, on a beaucoup d'un cycle. Arcon de Rosa, c'est l'aliénation, c'est l'accélération des sociétés, donc ça vaut vraiment le coup. Regardez le Souffrance et Travail, ça c'est des vidéos de Christophe Dejour, donc, qui sont très intéressantes pour comprendre quelles sont les mécaniques du travail. Et puis, enfin, le dernier, c'est Edgar Morin. Edgar Morin, c'est l'évolution, c'est la pensée complexe. C'est mon chouchou. C'est mon chouchou, et je viens d'apprendre pendant la conférence que vous allez voir le rendez-vous. Très bien, bravo, félicitations. Je suis content. Super, ouais, bonne chance. Alors, avant de vous demander, en retransmettant la parole de nos participants, une dame qui nous dit il y a des collectivités qui mettent en place une conciergerie. Est-ce que vous le savez et est-ce que vous avez vu des collectivités chez qui ça marche? Ça, je ne l'ai pas vu, mais je sais qu'on avait commencé à faire ça il y a 25 ans dans une boîte. Je n'ai pas spécialement d'avis. Je pense que ça peut être pratique, mais okay. je sais, en fait, je sais pas dire. C'est un peu loin du travail pour moi. Quoi, mais, ouais, alors, je sais aussi que moi, j'ai pas vu des mises en place de conciergerie, mais j'ai vu comme une espèce de chief officer manager, happiness officer manager, enfin, celui qui s'occupe un peu de votre bonheur au travail, pour intégrer cette qualité de vie globale, qui va prendre en compte la qualité des personnels et la qualité de vie du travail. Il y a une dame qui nous dit le coaching. Alors, c'est la dame qui nous a parlé ce matin en ouverture de cette conférence en disant qu'elle était coach. Elle nous dit le coaching, c'est malheureusement trop souvent utilisé en mode pompier, alors que nous aurions à gagner à ce qu'il soit développé en prévention et en amont, et non pas quand le problème est conquisté. Je suis bien d'accord. Je suis assez d'accord aussi. Mais plus généralement, l'organisation a besoin d'un récit finalement sur où est-ce qu'elle va aller. Donc, et celui-là, il se construit à partir des gens, quoi. Oui. D'une certaine façon. Alors, dans le territorial, c'est un peu plus contraint, parce que ce n'est pas une entreprise qui est libre de faire ce qu'elle veut, mais il y a quand même suffisamment de matière pour pouvoir se raconter toutes les histoires qu'on veut pour demain. Une dame qui nous dit au sein de la DGA dans laquelle j'exerce mes fonctions, nous avons réalisé un référentiel managérial, fait un travail sur les valeurs et créé une journée d'intégration des nouveaux arrivants, y compris internes. Je suis à votre disposition si vous voulez échanger plus tard sur nos actions. Alors ça, je pense que c'est pour moi, mais avec grand plaisir, parce qu'en effet, ça peut être pourquoi pas un retour d'expérience sur l'hygiène et sécurité d'un dispositif bien mis en place pour un management efficient. Donc, je remercie cette dame de s'être proposée, je viens de noter. Il y a un monsieur qui nous dit, qui est membre de mon comité de pilotage et qui me dit merci beaucoup pour cette présentation amicalement. Donc voilà, on vous remercie. Une dame qui nous dit merci pour cette conférence, je suis en train de suivre un programme sur le management et vous venez de m'apporter beaucoup de pistes. Donc voilà, bravo à vous et merci. Et merci à cette dame de nous faire ce retour parce que c'est bien, c'est intéressant pour nous de vous voir aussi que vos conférences sont extrêmement concrètes et que vous apportent de vraies clés. Une autre personne qui nous dit merci beaucoup et ensuite il y a une dame qui dit au niveau des conciergeries,
Nous sommes une grosse collectivité qui en a une et qui marche très bien. Ah ben, alors là, c'est pareil. Moi, je suis preneuse d'une conférence sur une collectivité qui a mis en place une conciergerie qui fonctionne. Ça peut intéresser d'autres collectivités qui voudraient la mettre en place. Je vous propose que nous restions en contact. Et ensuite, une dame qui dit oui, je suis oui, ben voilà, très intéressée pour le partage. Donc voilà, je peux peut-être potentiellement avoir 2 retours d'expérience. Je voudrais revenir, ou bien que Madame Géder et Madame Châtenay m'adressent un email pour qu'on se mette en contact les unes les autres. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Une dame qui nous dit merci pour cette conférence qui propose une belle approche différente sur le management. Donc, voilà. Voilà. Et je pense que c'est bon. J'ai le droit de poser une question? Bien sûr, je vous en prie, monsieur. Mais alors, du coup, différente, mais en quoi est-ce qu'elle est différente? Enfin, les autres, quelles sont les autres approches du management qu'on a aujourd'hui? Alors, c'est pour la dame qui a dit merci. Oui, pour la dame qui a dit merci. Alors, je pense que ce que vous avez apporté, c'est peut-être des pistes grâce à une vision un peu globale de ce qui se passe. Et souvent, dans les webconférences de management, moi, j'ai l'impression qu'on peut tourner en rond sur des outils qui sont tout le temps un peu les mêmes. Ce que vous disiez tout à l'heure, la plupart que ce matin, vous disiez à l'écoute. Voilà, l'écoute, c'est ce qui est demandé. Ah, ça fait des années qu'on nous dit qu'il faut écouter. Donc, c'est pas. Et moi, j'ai vu beaucoup de formations sur le management où on va vous dire communication non-violente, écoute active. Ah oui, et puis, vous devez y revenir. Et je pense que pour elle, c'était différent dans le sens où il y avait une espèce de globalité. Et vous présentiez quand même, mine de rien, des beaux outils, sans pour autant que ce soit une redite. Voilà. Et c'est exactement ce qu'elle dit. Elle dit vous nous avez permis d'avoir des nouvelles pistes. La confiance, on en parle peu. C'est une évidence négligée. Alors je reviens. Une évidence négligée. Je reviens parce que c'est un mot qui n'est pas à moi, en fait, qui a été donné par une amie qui, en regardant ça, a dit mais oui, c'est une évidence négligée. On vit tous avec, c'est comme le travail. On vit tous, on travaille tous, et on ne sait pas ce que c'est. C'est une évidence négligée et c'est un indicateur de quelque chose qui n'est pas chiffrable, donc qui est un intangible. Ça lui rajoute de la complexité dans une société de performance par le chiffre. De performance par le chiffre, parce qu'on pourrait tout à fait. Performance par le chiffre. Ouais, on pourrait tout à fait estimer ces choses-là. Et en faire une société de performance par la confiance. Oula, nous sommes en train de rêver grand. Non. On va se. Juste pour finir, non. Oui, allez-y. Je crains qu'on n'est pas en train de rêver grand, je crains qu'on n'a pas le choix. On arrive quand même dans les sociétés qui sont vraiment de plus en plus. C'est pas rassurant du tout ce qui se passe. Et il va falloir bouger ce truc-là. Et franchement, il n'y a pas le choix. Donc, c'est une opportunité. Un management par la confiance et une société de performance par la confiance. Ben, on va arriver à quelque chose de cet ordre, de toute façon. Ou alors. Je serais déjà morte depuis longtemps. Espérons que non. Ok. Et ben merci en tout cas. C'était un plaisir, Stéphane Bernard, d'animer cette webconférence à vos côtés. Ça m'a passionné. Un immense merci à vous d'être venu jusqu'à nous au Kremlin du 7 alors que pour ce matin, ce n'était pas forcément simple de déplacement sur la région parisienne. Je vous remercie à vous toutes et tous de votre participation. Je remercie également mon collègue, notre chargé de mission Dolly, qui s'est occupé de la régie. Merci Sophie Trigot qui est en train de nous aider et qui nous dit merci beaucoup, c'était passionnant. Je suis assez d'accord, c'était très passionnant. Merci Stéphane Bernard encore une fois au nom d'Idéalco. Non siate ritrosi, occhietti vezzosi, due lampi amorosi, vibrate un po' qua. Felici rendeteci, amate con noi, e noi felicissime faremo anche voi. Guardate, toccate, il tutto osservate. Siam due cari matti, siam forti e ben fatti, e come ognun vede, sia merto, sia caso, abbiamo bel piede, bell'occhio, bel naso. Guardate, bel piede, osservate, bell'occhio, toccate, bel